Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle Orellana. Ça me fait bien plaisir de voir toutes sortes de visages connus, puis aussi d'autres qu'on ne connaît pas. Tout le monde est bienvenu. Donc, au nom du comité de direction du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté de l'UQAM, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette première activité des journées de l'éducation relative à l'environnement. Alors, nous souhaitons avant tout souligner que nous avons mis en place ces journées dans la sensibilité, les soucis de respecter les liens historiques avec le passé, l'actualité et l'avenir et avec les droits territoriaux ancestraux, mais également avec la conviction qu'il est impératif de reconnaître et de réparer les situations d'injustice historique commises envers les peuples autochtones. Cette année, encore une fois, nous avons choisi de réaliser cet événement du 5 au 14 octobre 2022. Ce sont des journées qui nous permettent de souligner trois dates symboliques dont les significations marquent de façon importante notre rapport à l'éducation, aux peuples autochtones et à l'environnement. En effet, le 5 octobre est la journée internationale des enseignantes et des enseignants. Le 12 octobre, une journée de plus en plus reconnue comme journée de la résistance autochtone. Et le 14 octobre, journée internationale de l'éducation relative à l'environnement. Alors, c'est ça, c'est aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des enseignantes et des enseignants, que le Centraire et la coalition éducation, environnement et citoyenneté invitent à cette rencontre qui se penchera sur l'actualisation de la proposition de stratégie québécoise d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, qui est une proposition de politique publique, fruit d'un travail collaboratif engagé depuis 2014 d'un groupe constitué des représentants d'une cinquantaine d'organismes du Québec. Alors, pour la suite, j'ai le plaisir de laisser la parole à Hugues Asselin et qui ensuite passera à son tour le microphone à notre chère Lucie Sauvé qui a piloté tous ces travaux et qui animera la rencontre et présentera en fait les plans de la séance. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de la coalition. Merci d'être là en aussi grand nombre. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir après tout ce temps, en fait, qui nous a séparés les uns des autres. On a réussi finalement à reprendre le dessus, si on veut, sur les différentes activités qu'on porte ici au centre de recherche. Et puis, ben, trouver du temps, en fait, pour relancer les travaux autour de cette importante proposition de politique publique que nous portons tous et toutes grâce à vous aussi, membres de la coalition. Donc, aujourd'hui, ben oui, on vous a convié à cette rencontre pour amorcer un processus de validation de cette mise à jour de la proposition de stratégie québécoise qu'on a coélaborée tous ensemble. Puis, ben, aujourd'hui, je vais partager l'animation avec Lucie Sauvé, qui est ici avec nous. Alors, ben, Lucie, tu peux ouvrir ton micro. Je pense que tu peux te joindre à la conversation aisément comme tu le sens. Ah, absolument, mais ça fait tellement, tellement plaisir de vous voir. Je savoure les images que m'offre l'écran, cette belle mosaïque. Vous d'ici depuis si longtemps, de différents milieux, et puis d'ailleurs d'Amérique latine, Mohamed d'Europe. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir de vous voir. Je voudrais nommer tout le monde. Euh, bon, j'aurai peut-être l'occasion de faire référence à plusieurs d'entre vous tout à l'heure. Alors, ben, si vous le permettez, on va commencer parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Aujourd'hui, on va essayer de bien respecter les délais qui nous ont été impartis, c'est-à-dire de terminer à 16 heures pour pouvoir vous libérer à vos activités réciproques. Donc, je vais partager mon écran parce qu'on a préparé une petite présentation pour accompagner cette rencontre. Donc, je partage ici et on aura l'occasion de réouvrir en fait les caméras en mosaïque là, pour qu'on puisse discuter plus abondamment par la suite. Donc, le plan de la séance qu'on vous propose aujourd'hui, si je suis capable de changer la diapo.
Ah oui, bon, nous y voici. Non, ça a avancé trop vite, pardon. Nous y voici, désolé. Donc, l'ordre du jour proposé, d'abord, oui, le mot de bienvenue qui a été gentiment fait par Isabelle, la directrice du Centraire. Donc, dès maintenant, ce qu'on va commencer ensemble, c'est une sorte de mise en contexte, évidemment, parce que tous ne se souviennent pas nécessairement dans les détails de la mise en place de cette proposition de politique publique qu'on a formalisée ensemble. Puis tous non plus qui ne connaissent pas l'historique de la constitution de cette coalition. Donc, on va en profiter pour faire un bref survol, en fait, une mise en contexte de ces deux éléments principaux qui nous rassemblent aujourd'hui. Par la suite, on vous présentera quelques détails pour la consultation à laquelle on vous invite à participer, une consultation qui vise, comme je le disais tout à l'heure, à valider en fait une nouvelle version de la stratégie. Donc, on vous expliquera les détails vers 14h40. Les heures sont là à titre indicatif. Il se peut qu'on ne soit pas réglé au quart de tour, mais j'imagine que vous pourrez nous pardonner pour ça. Donc, par la suite, Lucie nous fera une présentation en fait de la mise à jour en tant que telle avec les principales modifications qui sont apportées. On aura une période d'échange ensemble s'il y a des questions de clarification pour lesquelles vous aimeriez qu'on s'attarde. Puis, on ouvrira par la suite une période de discussion sur vos souhaits concernant les orientations stratégiques de la coalition. Donc, on va se réserver au moins un bon 30 minutes, possiblement plus si on y arrive, pour essayer de comprendre ensemble comment est-ce qu'on aimerait orienter les actions de la coalition. Et on devrait terminer normalement vers 16 heures. J'espère que c'est un plan de match qui convient à tous et toutes. Et si oui, on pourrait commencer d'entrée de jeu avec cette mise en contexte concernant la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et Lucie pourra faire cette présentation. Alors, merci beaucoup. Et puis, à nouveau, je réitère vraiment tout le plaisir que j'ai de vous voir. Et puis, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là. En fait, on va poursuivre cette présentation en co-animation, Hugues et moi-même, et va se joindre à nous à un moment donné Virginie Bollen, qui est à l'écran également, et qui a participé, mais très étroitement, là, aux travaux de mise à jour de la version de stratégie qu'on aimera, mais tout bientôt, vous présenter. Donc, voilà, on aura l'occasion aussi d'entendre Virginie. Alors, oui, cette stratégie québécoise, cette proposition de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté avait fait vraiment l'objet d'un travail collectif de très longue haleine. Puis parmi vous, il y en a plusieurs qui sont dans cette dynamique-là depuis les années 90, en fait. Alors donc, oui, plus spécifiquement, cette stratégie-là, c'est un travail collaboratif à partir d'un double constat qu'on faisait depuis depuis trop longtemps, tous ensemble. Premier rôle de l'éducation face à l'importance, la gravité, l'accélération croissante des problématiques socio-écologiques, mais plus fondamentalement encore, la nécessité d'intégrer à l'éducation des jeunes cette dimension essentielle du développement personnel et social qu'est le rapport au monde vivant. Alors ça, c'est le premier élément de constat. Le deuxième élément de constat qu'on faisait ensemble, l'absence de conditions systémiques adéquates pour favoriser une éducation relative à l'environnement intégral. Intégral, là, j'utilise l'expression du ministère de l'Argentine maintenant, qui va parler d'éducation à l'environnement intégral, c'est-à-dire ne pas tronquer cette dimension-là. Donc, l'éducation à l'environnement sous toutes ses dimensions et au sein de notre société, puis dans l'ensemble des secteurs aussi d'action éducative. Alors donc, on se souvient que au début de la formalisation de nos échanges ensemble, on était une équipe du Centraire avec ses partenaires, puis on se demandait depuis trop longtemps, mais à quoi ça nous sert de faire de la recherche pour promouvoir l'éducation à l'environnement? À quoi ça nous sert de faire de la formation académique si les conditions des milieux de pratique sont inadéquates?
et si les initiatives des milieux ne sont pas appuyées. Alors, le Centraire a toujours été un centre de recherche partenariat. Je pense que le partenariat, ça fait partie de l'ADN du Centraire. Alors, et puis on reconnaissait que l'éducation, l'environnement, c'est des objets politiques par excellence. Alors, depuis le milieu d'ailleurs des années 90, l'équipe des membres du Centraire a toujours travaillé dans ce sens-là. Et puis politique, ça veut dire s'occuper ensemble de ce qui nous concerne tous. Alors, penser l'éducation à l'environnement, promouvoir l'éducation à l'environnement, ça fait appel à des dynamiques de travail collectif, collaboratif, démocratique. En fait, ça concerne toute une société éducative. Alors, c'est comme ça qu'on a fait appel à vous et puis on a tenté de faciliter les échanges entre nous, entre les différents acteurs des milieux d'éducation formelle, non formelle et qui avaient une incidence sur le milieu informel au Québec. Et puis, quand on a eu une première version de la stratégie qui a été prête à lancer en décembre 2018, donc dans la foulée de cette lancée-là, on a senti que, à nouveau, il fallait réunir nos forces. Alors, la diapo suivante, Hugues, nous parle de la coalition. Oui, en fait, peut-être juste avant que Lucie poursuive avec la présentation de la démarche qui a mené l'élaboration de la proposition de stratégie québécoise, peut-être juste situer en fait l'émergence de la coalition qui a été formalisée en fait plutôt en 2018 pour porter finalement cette proposition de stratégie-là aux yeux et aux oreilles en fait des personnes en poste de décision. Donc, on avait 3 objectifs à la coalition, diffuser la proposition auprès des instances de décision, la médiatiser aussi pour la faire connaître du grand public, puis évidemment aussi la partager au sein des membres de la coalition pour favoriser son appropriation par les membres. Donc, aujourd'hui, c'est un peu cet exercice-là aussi qu'on met en place, c'est-à-dire qu'on essaie de faciliter une appropriation par les membres de cet outil-là pour qu'il puisse être mis de l'avant par la suite dans vos différentes actions respectives. Donc, c'est un peu l'essentiel, le cœur, si on veut, de la coalition qu'on a mis sur place. Puis je pourrais parler un petit peu plus en détail tout à l'heure du contexte puis des actions qui ont été menées par la coalition. Mais je vais repasser la parole à Lucie à nouveau pour l'élaboration de la stratégie. C'est ça, je pense que c'est bon, comme tu l'as annoncé, Hugues, là, de se rappeler un peu d'éléments de l'histoire de l'élaboration de notre proposition de stratégie. On a travaillé ensemble peut-être plus formellement à partir de 2014. On a eu de très nombreuses rencontres, puis cette photo-là, elle est comme un peu emblématique. On voit au centre, il y a Jean Robitaille qui était autour de cette table, comme il a toujours été tellement présent avec Carole Marcoux, Carole Marcoux de la Commission scolaire de Montréal et Jean qui était aux EVB. Éric, Martine, j'en vois plusieurs parmi vous qui étiez là depuis les débuts, particulièrement Jean et Carole qui ont tenu le crayon aussi pour la rédaction de cette stratégie-là. Alors, donc, rapidement, ensemble, après, on a commencé à discuter, mais qu'est-ce qu'on va faire pour promouvoir l'éducation et l'environnement? On s'est rapidement mis d'accord sur l'idée de développer justement une proposition de stratégie comme un livre blanc pour l'élaboration d'une véritable politique publique au Québec. Alors, voilà. Donc, et les principaux partenaires de ce travail-là sont identifiés dans l'édition de la stratégie 2018. Là, on voit l'ensemble des logos des principaux partenaires de ce travail-là. On était tous d'accord. Oui, Pierre nous signale que les artistes pour la paix ont toujours été très solidaires. Merci. Alors, donc, on était tous d'accord sur la nécessité de promouvoir des mesures structurantes, adaptées aux réalités des milieux de pratique et des mesures pérennes aussi, là, qui allaient au-delà des programmes ponctuels. Alors, et puis,
aussi, là, dès nos premiers travaux, quand on pensait au milieu scolaire, ben, on ne concevait pas cette proposition-là comme une révolution, là. On n'était pas obligé d'attendre une réforme des programmes. On ne le voyait pas comme une imposition aux enseignants. On a toujours eu une conscience aiguë de la nécessité de promouvoir, de reconnaître l'autonomie des enseignants. Ce n'était pas l'ajout d'une tâche, mais de donner une dimension écologique à nos pratiques enseignantes. En fait, on le voyait comme un plus, comme un enrichissement. Alors, puis on savait d'emblée qu'une de nos premières tâches, c'était de reconnaître, de célébrer, de repérer les initiatives existantes pour qu'on puisse se donner du souffle, de l'élan et pour s'en inspirer. Alors, à la diapo suivante, on voit la structure qu'ont pris nos travaux et la rédaction de la stratégie. Donc, 4 volets, un diagnostic de la situation actuelle. Et je vous dirais franchement que ça a quand même pas mal changé depuis. C'est pour ça qu'on a senti le besoin d'une mise à jour. La création d'action éducative en matière d'environnement, ça, c'est resté stable. On l'enrichit constamment, nos réflexions, mais c'est resté à la base. Ensuite, on avait identifié des leviers, en fait, des facteurs favorables, des éléments de stratégie qui étaient déjà en place, puis qui allaient pouvoir justement aider à propulser cette stratégie-là. Il y a des leviers qui sont encore là, de nouveaux leviers qui se sont ajoutés. Alors, et puis finalement, des visées, des orientations, des éléments d'action pour la mise en œuvre de la stratégie. C'est donc en fait la structure qu'a pris le document de 2018. Alors, dans la diapo suivante, on voit qu'on s'était mis d'accord aussi pour des énoncés d'objectifs, assurer une intégration adéquate de l'éducation relative à l'environnement au curriculum scolaire et aux pratiques d'éducation formelle. Là. Il est question d'éducation formelle dans le premier paragraphe, et ce qui implique évidemment une formation initiale et continue des enseignants autres personnels, mais toujours en gardant en tête le déploiement de l'autonomie professionnelle, de la créativité pédagogique de chacun. Alors, ensuite, deuxième objectif, stimuler le soutien aux initiatives du secteur non formel, parcs, musées, ONG, associations, médias, en fait, qui travaillent auprès de différents publics. Et puis, finalement, un troisième objectif qui était de renforcer un travail synergique entre ces acteurs-là, milieu formel, non formel, qui étaient déjà là, mais justement donner la possibilité de le renforcer. Et puis renforcer une synergie de travail entre les ministères concernés, entre l'appareil gouvernemental et les différents acteurs du monde de l'éducation. C'était nos objectifs. Alors, à un moment donné, on était prêt là, à rédiger un premier jet, ce qu'on a fait. Et c'est là que, avec cette première esquisse en main à partager, on s'est réunis à nouveau ensemble pour valider les éléments de contenu. Puis c'était à l'occasion du sommet sur l'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté au Québec. On avait élargi aussi l'invitation à des nouveaux collaborateurs, collaboratrices. En fait, il y a plus de 80 participants sur invitation qui se sont retrouvés ensemble à l'espace pour la vie de la Ville de Montréal durant 2 jours pour réfléchir et pour débattre ensemble. Puis, en fait, ça vaut la peine de raviver notre mémoire de cet événement. Moi, j'ai eu grand plaisir la fin de semaine dernière à revoir tout ça. C'était comme au fond de ma mémoire. Et puis, je suis allée voir tout ce qu'il y avait dans le site du Centraire, le programme, les conférences, les échanges, les débats, les diaporamas, les vidéos, nos conférenciers invités, André Beauchamp, Camille Lorrain, etc. Donc, et puis le rapport complet de la rencontre et puis les documents afférents sont disponibles justement sur le site du Centraire. Puis à la page 30 du rapport, entre autres, on trouve les suggestions d'enrichissement de la stratégie qui avaient été proposées au sommet et qui ont été intégrées au document. Puis on trouve aussi dans le rapport les résultats d'une consultation en ligne
qu'on avait menées parallèlement au sommet pour recevoir l'avis de ceux et celles qui ne pouvaient pas être en place. Alors, on a une belle photo à la diapo suivante. À la diapo suivante, ben, c'est ça. Peut-être il y a plusieurs d'entre vous qui pouvaient se reconnaître. C'est une photo que j'aime beaucoup revoir. Et ce sommet-là a été vraiment un temps fort de convergence entre nous, des différents milieux formels, non formels. Et ça avait lieu en 2017, 25 ans après les premiers états généraux de l'éducation et de la formation à l'environnement en 91. Jean s'en souvient particulièrement. On est plusieurs à s'en souvenir de ce moment charnière qui nous avait donné un bel élan à la collectivité des acteurs de l'éducation à l'environnement. Alors, lors de ce sommet de 2017, on a pu consolider, en fait, le projet éducatif qui nous anime à partir du constat, justement, suivant le rapport des personnes et de nos sociétés à l'environnement comme monde vivant, comme matrice du vivre ensemble, apparaît plus que jamais comme un enjeu crucial de notre époque et le monde de l'éducation ne cesse d'être interpellé au premier plan. Il s'agit d'une responsabilité de nature éthique et politique. Alors, on sait très bien, l'éducation à l'environnement ne peut pas être un thème limité dans une ou une autre matière scolaire. C'est une dimension, mais essentielle du développement des personnes et de notre société dans son ensemble. Alors, si on passe à la diapo suivante, ben là, on se souvient là, des questions fondamentales, des questions au fondement de nos travaux. C'est ces questions-là qu'on s'est posées pendant toutes ces années. Mais comment l'école québécoise et notre système d'éducation peuvent-ils relever adéquatement les défis socio-écologiques contemporains? Comment notre société éducative peut-elle s'engager dans la transformation macroculturelle profonde qui s'impose? Comment favoriser les alliances entre les différents milieux d'éducation? Comment valoriser, stimuler les initiatives qui nous permettent de reconstruire ensemble notre relation au monde de la vie, puis en même temps, bien, on en fait partie du monde de la vie, d'harmoniser les rapports aux autres, aux humains. Alors, dans la diapo suivante, on voit les principaux éléments de réponse sur lesquels on était tous d'accord. On acheminait une proposition au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, intégrer adéquatement l'éducation à l'environnement, à la mission, au programme de formation, s'assurer d'une formation initiale et continue adéquate des enseignants, que les établissements scolaires intègrent à leur projet éducatif des dimensions liées au rapport à l'environnement, à l'éco-citoyenneté, que soit encourager la formation, la recherche collégiale universitaire. Et puis au ministère de l'Environnement, eh bien, on demandait d'accroître ces actions d'éducation et de sensibilisation auprès du grand public, mais de reconnaître et de soutenir le rôle mais fondamental des acteurs, des différents acteurs de la société civile dans ce domaine-là. Puis on invitait finalement tout l'appareil de gouvernance, là, de toutes les structures institutionnelles à finalement promouvoir, s'engager dans une action convergente et synergique. Alors voilà, c'était ce qu'on a propulsé dans le cadre de cette stratégie-là. Et puis bon, après avoir justement rédigé cette version de la stratégie, mais amélioré des intrants du sommet, ben là, on a senti le besoin de former une coalition pour se serrer les coudes et puis propulser cette proposition-là. Oui, merci Lucie pour cet exposé-là. Très bien mené d'ailleurs. La barre est haute là, pour moi. Je vais vous parler un peu, moi, de la mise en place de la coalition, justement, qui a été formalisée pour porter le projet de stratégie, comme je le disais un peu plus tôt, dans les instances de décision au Québec, un peu partout, dans les médias, mais aussi auprès des membres de la coalition.
Et donc, cette coalition-là a été créée là, vers la fin de 2017, mais le lancement officiel s'est déroulé à l'UQAM le 12 juin 2018. Puis, ben, comme Lucie en faisait part, ça fait toujours plaisir de revoir ces événements-là, de réentendre puis de comprendre un peu les enjeux à ce moment-là qui, bon, pour la plupart, sont encore malheureusement toujours d'actualité. Mais bon, ça vaut la peine de retourner visionner les documents. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du Centraire. Vous pourrez les trouver aisément. Puis les liens sont donnés dans la présentation actuellement. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que la présentation sera rendue aussi disponible sur la page de l'événement dès que l'événement va être terminé. Donc, vous pourrez accéder à ces documents-là. Donc, la coalition a été mise en place, c'est ça, fin 2017, début 2018, avec différents partenaires, plusieurs rencontres, évidemment, en amont de la création de cette coalition-là, méritent d'être soulignées, notamment les rencontres avec les syndicats, notamment par la présence de Jean Robitaille, qui est un artisan de cette proposition-là et un artisan de la coalition aussi depuis ses débuts. Et donc, par l'entremise de Jean, des rencontres ont eu lieu auprès de la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement, mais aussi de la Centrale des syndicats du Québec. Par la suite, d'autres approches ont été faites auprès de la Fédération autonome de l'enseignement, donc la FAE, plus dans la région ici à Montréal. Donc, déjà des rencontres avec des syndicats qui précédaient la coalition et qui se sont poursuivis par la suite. Une rencontre très significative qui a été faite par la coalition, c'est la rencontre en fait des mouvements jeunesse qui militent pour la justice climatique. Le mouvement à l'époque s'appelait La planète s'invite à l'université. Des membres de la coalition ont rapidement remarqué que ce mouvement-là qui s'était mis en place en janvier 2019 revendiquait une éducation relative à l'environnement. Et donc, par cette prise de conscience-là, pardon pour le saut, par cette prise de conscience-là, bien évidemment, les gens de la coalition se sont dit que c'était important d'entrer en contact avec ces jeunes-là pour voir qu'est-ce qu'ils entendaient comme revendication, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, puis voir dans quelle mesure, en fait, la proposition qu'on venait de formaliser pouvait ou non répondre à leurs aspirations. Donc, évidemment, on a rencontré ces groupes-là et on s'est rendu compte qu'évidemment, on partageait des constats qui sont largement similaires, mais aussi des besoins aussi sur lesquels on s'entendait collectivement. Donc, on a commencé ces démarches de collaboration avec les mouvements jeunesse dès janvier 2019 et c'est des mouvements avec lesquels on entretient toujours des liens au sein de la coalition dans nos différentes actions. Et puis, depuis le janvier 2020, en fait, ces mouvements jeunesse-là qui sont nés dans les différents ordres d'enseignement. J'ai parlé de La planète s'invite à l'université, donc pour le secteur universitaire, mais à l'époque, il y avait aussi un mouvement d'étudiants au collégial qui s'appelait le Devoir environnemental collectif. Et puis, il y avait aussi toute la mouvance des vendredis pour le futur, vous savez, avec ces grèves qui étaient menées par les étudiants du secondaire. Et donc, ces trois ordres d'enseignement, ces trois ordres, en fait, d'étudiants se sont coalisés dans la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, donc la SEV, en janvier 2020. Et la SEV continue de porter dans ses principes non plus seulement l'intégration d'une éducation relative à l'environnement, mais bien l'application, la mise en œuvre de la stratégie que nous portons ici à la coalition. Donc, la mise en œuvre de la stratégie à tous les ordres d'enseignement. Donc, il va sans dire qu'on continue nos collaborations avec ces mouvements de jeunes qui viennent de reprendre d'ailleurs leurs activités depuis quelques mois. Parallèlement à ça, bien évidemment, on a commencé aussi à la coalition à faire une tournée des partis politiques parce qu'en attente d'une réponse du gouvernement qui tardait, on a dit qu'il fallait aller voir aussi les autres partis qui siégeaient à l'Assemblée. Donc, on a commencé à rencontrer les représentants des partis d'opposition avec des rencontres avec Mme Ruba-Gazal de Québec solidaire, Sylvain Gaudreault du Parti québécois, Marie Montpetit du Parti libéral, qui étaient des porte-parole des dossiers environnementaux dans leurs partis respectifs, mais on entretenait aussi des liens avec les porte-paroles des dossiers en matière d'éducation. Pour nous, c'était important le maillage entre les dossiers environnement et les dossiers éducation, vous l'aurez compris. Et donc, on avait des rencontres avec les gens des trois partis
partis de l'opposition. Et puis par la suite, on a commencé à avoir des rencontres avec des gens dans le gouvernement, en fait, des ministres et sous-ministres de l'appareil gouvernemental. Donc, on a eu une première rencontre avec le chef de cabinet adjoint du ministre Jean-François Roberge le 21 mars, une rencontre à laquelle on a convié les mouvements jeunesse, donc la planète s'invite à l'université, qui nous a accompagnés lors de cette première rencontre pour témoigner du fait qu'on travaillait main dans la main finalement, les gens de la mobilisation pour la stratégie, mais aussi les jeunes qui militaient dans la rue. Donc, pour nous, c'était important de les accompagner là. Et par la suite, on a aussi rencontré le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, au mois de juin. Et cette fois-ci, c'était une invitation qui avait été destinée au mouvement jeunesse. Et là, c'est eux qui ont invité les membres de la coalition à les accompagner à cette rencontre-là. Et donc, on a eu comme ça une rencontre avec le ministre. On a poursuivi, dès le lendemain avec le sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Puis par la suite, vers la fin de l'été, une deuxième rencontre avec le chef de cabinet adjoint du ministre Jean-François Roberge, avant enfin d'avoir une première rencontre avec le ministre lui-même, Jean-François Roberge, le 17 septembre, et ça, toujours en compagnie des mouvements étudiants qui étaient en train de se coaliser justement en septembre 2019. Parallèlement aux instances décisionnelles gouvernementales, on a aussi rencontré des personnes en poste de décision au sein des commissions scolaires. Ça a permis des liens importants avec la Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire de Laval, qui ont toutes deux fait le choix d'adhérer à la coalition en tant que membres. Donc, c'était très significatif pour nous que des commissions scolaires puissent adhérer à la proposition comme ça et devenir membres de la coalition. Et ça nous a permis aussi de rencontrer le président de la Fédération des commissions scolaires, qui emboîtait le pas et qui tendait à vouloir aussi inscrire la fédération à titre de membre de la coalition, mais vous connaissez la suite de l'histoire. Le gouvernement en place a pris la décision d'abolir le système de commission scolaire au Québec, ce qui a tué un peu dans l'œuf la démarche qu'on avait amorcée avec cet ordre décisionnel-là. On a aussi déployé des rencontres au niveau collégial avec la coordination des affaires étudiantes à la Fédération des cégeps du Québec, qui a amorcé cette année-là un travail d'écologisation en fait du réseau des établissements collégiales. Donc, la Fédération est dans cette démarche-là et il y a toujours des liens entre des membres de la coalition, du Centraire et la Fédération pour travailler finalement au sein de ce processus-là d'écologisation du réseau collégial, et des projets se mettent actuellement en place, je vous dirais à l'heure où on se parle, pour poursuivre dans cette voie-là au niveau collégial. On a eu la chance aussi de rencontrer la présidente du Conseil supérieur de l'éducation à différentes reprises, notamment au cours du lancement, dont je vais parler dans quelques instants, du lancement de la stratégie qui a eu lieu à Québec. Donc, la présidente du Conseil supérieur d'éducation était à nos côtés aussi. Elle était très attentive aux travaux de la coalition et à l'avancement de la stratégie au Québec. Puis, sur le plan universitaire, on a aussi eu la chance de rencontrer en fait des membres de l'Association des doyens et doyennes, directeurs et directrices pour la recherche en éducation, donc l'ADEREC, dans le secteur universitaire. Donc, des rencontres à tous les ordres d'enseignement, là aussi, afin que se déploient de façon la plus ample possible les possibilités que mettre de l'avant la proposition de stratégie. Cette proposition de stratégie a été lancée officiellement à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale le 8 mai 2019 en compagnie des 3 partis de l'opposition, étant donné que le gouvernement en place n'a pas donné suite à notre invitation pour y participer. Les 3 partis de l'opposition étaient là, donc encore une fois, les porte-paroles des dossiers en matière d'environnement, mais aussi les porte-paroles des dossiers en matière d'éducation étaient présents parmi nous pour les 3 partis de l'opposition. Encore une fois, c'est des documents qui sont archivés, si ça vous intéresse d'aller les consulter. Pour cette présentation-là, je croyais qu'on avait une vidéo, mais en fait, c'est un enregistrement audio. Mais en fait, on a l'ensemble des présentations qui sont là, si ça vous intéresse d'entendre ce qui en était du lancement de la stratégie. Parallèlement à ça, on a participé à différentes activités et autres processus mis en place. Évidemment, on a participé en amont de nos activités de la coalition à la consultation sur la politique de réussite éducative au Québec, mais c'est des travaux qui ont quand même influencé les mises à jour puis l'avancement de la proposition de stratégie aussi, en fait, dans le texte même, je dirais.
On a participé aussi à la révision du référentiel de compétences professionnelles à l'enseignement. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait le document, le référentiel de compétences professionnelles, c'est un document qui guide la formalisation de la formation initiale des enseignants. Donc, les programmes les programmes de formation à l'enseignement à l'université s'appuient sur un même référentiel de compétences et ce référentiel-là avait plus de 20 ans et donc il a été mis à jour. Nous avions déjà formulé une proposition de compétences professionnelles en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. On avait déjà fait ces travaux-là en 2017, mais on les a réactualisés avec la nouvelle équipe qui a été mise en place par le ministère pour faire le travail de révision. On a approché cette équipe-là. On a eu quand même quelques échanges qui ont permis de nous entendre sur la pertinence d'intégrer au référentiel une compétence professionnelle à l'enseignement qui permettrait aux enseignants du Québec de situer leur enseignement et les apprentissages des élèves au regard des réalités socio-écologiques. C'était pour nous crucial et c'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler avec cette équipe-là qui avait été mandatée par le CAPFE. Et puis, cette équipe-là a jugé bon finalement d'intégrer la proposition de compétences et dans tout le processus, en fait, il y a eu des différentes rondes de consultation et les 2 premières rondes de consultation, en fait, ont permis à cette compétence-là de rester dans le processus. C'est seulement qu'à la toute dernière consultation que la compétence est disparue du document, est disparue de façon relativement abrupte, à un point tel que le document qui en est sorti, en fait, avait retiré la compétence, mais avait omis de retirer toutes les justifications qu'il avait intégrées au document pour légitimer finalement la pertinence d'outiller le personnel enseignant pour faire de l'éducation relative à l'environnement. Donc, malheureusement, le référentiel a été adopté par la suite sans la présence de cette compétence-là. Ça ne nous a pas fait baisser les bras pour autant. Évidemment, il y a des gens encore qui travaillent dans différentes universités, dont notamment à l'UQAM, pour favoriser l'intégration d'une telle compétence pour préparer le personnel qui va aller sur le terrain à faire face à ces réalités-là parce que tout le monde va y faire face un jour ou l'autre, vous le savez bien. La coalition a aussi participé à des manifestations, à des marches, 2 grandes marches historiques, notamment les marches du 15 mars 2019 et du 27 septembre 2019, des manifestations historiques, on ne le souligne pas assez. Le 15 mars 2019, c'était la grève climatique sur la planète. Il y avait 2052 événements distribués dans 123 pays et 150 000 personnes se sont réunies à Montréal seulement, ce qui en a fait cette journée-là sur la planète la manifestation avec la plus forte densité de personnes dans une même ville. Donc, à Montréal, il y a un événement historique, cette date-là, le 15 mars 2019. Et évidemment, ce n'est pas un événement qui est tombé dans l'oreille d'une sourde, je dirais. Greta Thunberg a porté attention à cette manifestation-là, aux activités qui se déroulaient à Montréal, et c'est la raison pour laquelle elle a fait le choix de venir manifester le 27 septembre 2019 avec nous, ici à Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé le 27 septembre 2019? Eh bien, rebelote, Montréal devient encore une fois la ville avec l'activité la plus importante cette journée-là sur la planète. Il y avait 4500 événements dans 150 pays et c'est ici, à Montréal, qui a réuni 500 000 personnes à cette marche fabuleuse, pour laquelle, en fait, on doit reconnaître que c'est aussi une manifestation historique dans l'histoire du Canada. Puis je m'explique parce qu'en fait, ce n'est pas seulement un moment historique pour les manifestations environnementales au Canada, mais dans l'ensemble de l'histoire des mouvements sociaux au Canada, il n'y a pas une manifestation qui a réuni autant de personnes dans une même ville à pareille date. Donc, l'histoire s'est écrite à même les pas des personnes qui étaient là dans ces journées-là, et la coalition était là. Puis vous voyez, tout ça, c'est grâce finalement au travail de la coalition. Toute la manifestation, c'est grâce à la coalition que les 500 000 personnes ont pu être là. Bon, je pense qu'on s'entend que c'était une blague. Là. Je voyais Lucie qui ne riait pas. Là. Non, évidemment, ce n'est pas grâce à la coalition, tout ça, mais bon, on y était et on est bien fiers d'y avoir participé. Évidemment, on a participé à d'autres mouvements, comme le mouvement Debout pour l'école qui s'est mis en branle dans les dernières années.
On a participé à un ouvrage collectif qui est de ce mouvement-là, Debout pour l'école, qui va bientôt mettre sur pied des forums qui s'appellent Parlons d'éducation, des forums qui vont être à différents endroits au Québec. Donc, on vous invite à suivre cette actualité-là, mais la Coalition entretient encore des liens avec cette organisation. La Coalition a aussi participé au processus de refonte, aux consultations du moins, de refonte du programme Éthique et culture religieuse qui ont lieu en 2020. Bon, puis évidemment, on a participé à différentes conférences, tous et chacun, en parlant systématiquement de la stratégie, parfois plus spécifiquement que d'autres, des conférences dans les milieux collégiaux, dans le milieu même des CPE, à l'université, à l'extérieur des milieux académiques avec Environnement Jeunesse, au centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, par exemple. Donc, plein de conférences comme celle-là, avec la SEV, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. D'ailleurs, je vous dis anecdote, j'étais dans une conférence de la SEV le 12 mars 2020, pendant que en fait, les gens de la SEV voulaient s'approprier davantage le contenu de la proposition de stratégie. Et pendant la conférence, il y a un des militants, Tristan Pérez, qui dit « Ah, en fait, je pense que demain, on n'ira peut-être pas à l'école. » Puis là, j'ai dit « Ah, ça va être la grève. » Mais non, ce n'était pas la grève. On était le 12 mars 2020. Et donc, le lendemain, on entrait dans cette période de confinement qui allait nous marquer pour toujours. Donc, moi aussi, ça m'a marqué cette journée-là. Et puis, bien évidemment, c'est une trêve, je dirais, des activités de la coalition qui s'est malheureusement prolongée en raison de ce drame, de cette pandémie qui a touché toute la planète. Et puis, bien, fort heureusement, aujourd'hui, progressivement, on sent les mouvements environnementaux, les mouvements pour la justice climatique, mais aussi les mouvements pour l'éducation relative à l'environnement qui se remettent sur pied et qui recommencent à prendre le flambeau pour faire avancer finalement ces causes-là. Donc, on est content aujourd'hui de pouvoir enfin se réunir avec vous pour pouvoir poursuivre ce travail qu'on a amorcé. En termes de présence dans les médias, ça reste quand même assez sobre, je dirais. On a évidemment toujours une page Facebook dont l'activité n'est peut-être pas la plus dynamique, mais on essaie de la dynamiser à la lumière de l'énergie dont on dispose. Il y a aussi, bon, évidemment, des documents qui se retrouvent sur la chaîne YouTube du Centraire. Bon, on pourrait peut-être développer une chaîne YouTube spécifique à la coalition s'il y avait suffisamment de matériel, ce sera à voir. En termes de présence dans les médias aussi, on a eu des publications de lettres ouvertes, notamment en septembre 2018 dans Le Devoir, en septembre 2020 dans Le Soleil, en juin 2022 plus récemment dans Le Devoir. Et puis, tout récemment, en fait, on vous a aussi partagé l'information par courriel. Il y a le reportage Carbone qui est sorti en 2022. Carbone, qui est cette petite boîte qui produit une émission dans le réseau de Radio-Canada, essentiellement diffusée sur le web, mais parfois aussi à la télé. Je pense qu'il y a eu un extrait qui a été diffusé à Découverte récemment. Et puis, il y a aussi une version un peu plus élaborée de ce reportage-là dans une version audio sur la plateforme audio de Radio-Canada. Donc, vous pourrez consulter ça. D'ailleurs, ce reportage-là met en valeur différentes personnes de la coalition, notamment. Lucie, je ne sais pas si tu veux dire un mot à propos de ce reportage-là, étant donné que tu as participé activement à celui-ci. Exactement. Merci. Je souligner le rôle des médias. On n'a malheureusement pas l'occasion de créer souvent des liens, mais je voudrais saluer particulièrement la journaliste Marianne Deshôtels-Marissal, le réalisateur Étienne Marcoux. J'aimerais la féliciter pour le talent qu'elle a eu de se saisir très rapidement, finalement, en quelques mois, de l'essentiel de la problématique et aussi des pistes de solutions, les amours de façon très efficace. Elle est allée rencontrer le ministre de l'Éducation pour lui demander de bien expliciter sa position. Et sa position, c'est celle de trouver qu'on en fait déjà bien assez. Alors, c'était pour le moins clair, là, cette situation-là. Alors, elle a su trouver le ton pour rejoindre efficacement différents publics. Merci, Marianne. Et ça donne l'occasion de saluer en particulier Dominique Vézina et David Rousseau,
qui sont des protagonistes très importants de ce reportage. Moi, je pense que si on a, ça nous donne là un outil très efficace et qui parle à de larges publics. Et je pense qu'il faut s'en saisir. Effectivement, on le trouve sur le site de Carbone. Découverte en a fait une petite synthèse. Et puis, il y a eu aussi un reportage avec Alexis de Lancer à l'émission Ça s'explique à la radio. Donc, évidemment, tout ça part de la clameur des jeunes, hein, et c'est formidable. Puis, justement, Dominique qui est ici, ça me donne la merveilleuse occasion, Dominique Vézina, de souligner toute l'énergie et le talent que tu as mis toi-même à fédérer les acteurs du milieu scolaire autour du fabuleux événement qui s'appelait La planète s'invite à l'école. Tu l'as souligné dans l'espace de discussion, d'où en est sorti le pacte de l'école québécoise. Alors, en fait, Dominique, on attendait ce moment-là pour souligner cette contribution majeure. Et puis, en fait, on se rend compte, puis en fait, je m'en rends compte d'autant plus en t'écoutant, Hugues, et puis en ayant travaillé les derniers jours à réfléchir, je me rends compte de quel point c'est important d'écrire l'histoire de notre communauté relative à l'environnement qu'on en fait, a tendance à oublier dans l'agitation des jours. Voilà. Merci Lucie. Donc, je pense que ça complète pour cette mise en contexte, ce rappel historique, comme tu dis, Lucie, qui est effectivement important. On se rappelle trop peu de notre histoire, même des fois l'histoire la plus proche de nous. Donc, c'est important, je pense, de le rappeler. Alors, maintenant qu'on a ces balises sur lesquelles on peut s'appuyer pour la suite, je pense qu'on va bientôt commencer à présenter la mise à jour de la proposition de stratégie, mais juste avant, j'aimerais pouvoir vous présenter en fait une petite séquence proposée pour une consultation collective sur cette nouvelle version que Lucie va vous présenter. Donc, aujourd'hui, le 5 octobre, évidemment, c'est la journée où on va vous présenter ces principales modifications. Vous aurez le loisir de poser des questions pour clarifier, évidemment, tout ça. Mais on aimerait bien, dans la semaine qui vient, donc dans la semaine du 10 octobre, procéder à un envoi de cette mise à jour de la proposition, donc pour que vous puissiez disposer du document en main propre, de telle sorte que vous serez en mesure de pouvoir le commenter. Donc, évidemment, ce n'est pas une activité obligatoire, mais pour ceux et celles qui veulent bien participer à cette consultation, on vous invite à formuler des commentaires. Ça peut être à même le texte en mode révision de documents, ou ça peut être à travers d'autres moyens de communication. On n'a pas formalisé de gabarit strict. On aimerait ça vous entendre pleinement. Ce que vous avez à dire. Donc, n'hésitez pas à rédiger des commentaires par rapport aux nouveaux documents. Et puis, on aimerait bien que ces documents-là nous soient transmis avant le 6 novembre. Donc, c'est la date limite pour transmettre vos commentaires sur quelque forme que ce soit. Et vous pouvez les transmettre à l'adresse de la coalition. Et donc, nous pourrons recevoir les documents à cette adresse-là. Et puis, on va se donner jusqu'au mois de décembre, en fait, pour intégrer ces commentaires-là. Évidemment, tous les commentaires très spécifiques ne pourront pas nécessairement être intégrés, mais on va tenter de faire du mieux que l'on peut pour le faire, pour prendre en compte votre avis, parce que c'est important qu'on puisse travailler collectivement à ce projet-là. C'est un projet qui doit demeurer ouvert et non fermé. Donc, c'est important que vous puissiez donner votre avis à cet effet-là. Et donc, en décembre, on pourrait vous renvoyer une version finalisée avec un sondage pour vous demander si vous validez cette nouvelle proposition-là ou non. Et donc, ça nous permettra de mettre à jour, si on veut, les appuis aux documents et par le fait même à la coalition. Est-ce que j'oublie quelque chose, Lucie? Non, c'est très bien, Hugues. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais te laisser la parole à nouveau pour que tu puisses présenter les principales modifications qui ont été apportées récemment. C'est ça, et je vais tenter de le faire très rapidement. Et puis, on se rend bien compte que c'est en 2023 qu'on pourra mettre le ISBN et
l'envoyer à la Bibliothèque nationale et le diffuser. Tant mieux, 2023, c'est un beau chiffre, ça fait 5 ans après la première publication. C'est toujours, quand on publie, on sait que c'est toujours mieux de le publier au début d'une année qu'à la fin d'une autre. Alors, voilà, c'est plus stratégique comme ça. D'ailleurs, je dois vous dire que tout au long de cette présentation, là, je regarde avec tant de plaisir les images que me donne mon écran, cette mosaïque fabuleuse où je vous retrouve tous, puis vous savez à quel point j'aurais envie de parler à chacune des personnes, mais ce n'est pas possible. Alors, j'espère que l'occasion nous en sera donnée. Alors, les principales modifications, bien, c'est sûr que le fond du propos demeure le même, d'accord? C'est le contexte qui a changé et justement pour travailler à clarifier les nouveaux éléments du contexte, on a travaillé très fort avec Virginie Bollen, qui prendra la parole tout à l'heure, pour identifier ces éléments-là. Mais quand ce ne serait que le nom des ministères a changé, les commissions scolaires sont devenues des centres de services, bon, il y a des nouvelles initiatives, des nouveaux acteurs. En somme, le paysage a changé. Puis bon, ça fait quand même plusieurs mois à revoir tout ça. Alors, donc, on a fait quelques ajustements. Entre autres, on a changé le titre. Ça s'appelait Éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Après discussion, ben, on a considéré qu'il valait mieux tout simplement l'intituler Éducation stratégie québécoise d'éducation relative à l'environnement. Et dans une perspective d'éco-citoyenneté, l'éco-citoyenneté étant finalement l'un des objectifs d'une éducation relative à l'environnement intégral, un objectif évidemment majeur, en particulier dans le contexte actuel, parce qu'il va faire appel à l'engagement, d'accord, au cœur de notre cité. Alors donc, l'éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire l'environnement est vu comme l'ensemble du monde vivant. Donc, ça inclut toutes les formes d'éducation qui ont trait à ce monde vivant-là. Donc, l'éducation à la nature, à la biodiversité, au changement climatique, à la justice écologique, à la justice climatique, à l'éco-consommation, à la santé environnementale et au développement durable. Alors, voilà, c'était une remise, un recadrage qu'il nous importait de faire. Alors, et puis, dans le titre, on a aussi vers une politique nationale parce que c'est effectivement la visée. Alors, la diapo suivante nous apporte les principaux ajouts. Bon, ils ne sont pas tous là, les ajouts, j'en nomme quelques-uns. Entre autres, on a voulu intégrer une perspective autochtone, évidemment, dans ce mouvement de reconnaissance là, du vivre ensemble avec les nations autochtones, c'était très important. Alors, on a demandé à Samuel Rainville, qui était étudiant à ce moment-là de notre programme court en éducation relative à l'environnement, de nous aider à intégrer une perspective autochtone. Samuel Rainville, il est de la nation Innu et il est conseiller aux relations avec les premiers peuples de l'Université de Montréal. Alors, il a relu attentivement la stratégie puis il a apporté de nombreuses suggestions. Évidemment, on n'a pas pu tout intégrer parce que c'était quand même pas une stratégie d'éducation autochtone, mais quand même, on a intégré le plus possible cette dimension-là. Alors, donc, il y avait aussi, on a aussi ajouté des annexes importantes qui mettent en évidence les appuis à l'éducation à l'environnement provenant des grandes organisations internationales. Par exemple, Isabelle Lefebvre de l'Université du Québec en Outaouais et Laurence Brière nous ont apporté là vraiment, disons, des informations importantes, des leviers finalement pour faire valoir nos arguments, dont l'article 6 de la Convention cadre sur les changements climatiques, l'article 10 du protocole de Kyoto, 12 de l'accord de Paris. Le dernier rapport du GIEC, Laurence Brière en a fait une analyse approfondie et c'est
fort intéressant ce qu'on y trouve pour propulser les demandes que nous portons ensemble dans le monde de l'éducation à l'environnement. On a intégré des nouveaux éléments relatifs au cégep. Toute cette démarche-là nous a permis d'approcher des acteurs du milieu collégial. C'est sûr que cette stratégie-là, elle est surtout centrée sur le milieu scolaire, géré par le ministère de l'Éducation. On le sait qu'il y aurait lieu de l'enrichir davantage d'éléments concernant le collégial, l'université, mais somme toute, le point de départ, c'est quand même l'enseignement primaire et secondaire. Alors peut-être qu'éventuellement, on pourra porter davantage attention à ces ordres d'enseignement-là. Alors, dans la diapo suivante, on revient à quelque chose qu'a souligné Hugues tout à l'heure, c'est-à-dire on a explicité là, cette proposition d'ajout au référentiel des compétences de formation des enseignants et qui détermine, dans le fond, les programmes universitaires de formation des enseignants. Donc, on a tenté de faire valoir cet élément de référentiel-là dans la dynamique de consultation. Bon, ça n'a pas fonctionné. On revient avec cette compétence à la fois spécifique et transversale, situer ces interventions pédagogiques au regard des réalités écologiques et sociales du milieu pour favoriser la prise de conscience de la dimension écologique de notre identité humaine, la construction d'une vision critique du monde actuel et à venir et le développement d'un pouvoir agir citoyen. Alors, ça nous apparaît une compétence fondamentale dans la formation des enseignants et nous allons insister. Dans la diapo suivante, là, c'est plutôt des nouveaux éléments du contexte qu'on a pris en compte. Et évidemment, tout ça se déroule sur le fond de la clameur des jeunes, cette voix immense que portent les jeunes maintenant dans la société québécoise et qui réclament d'être considérés comme des acteurs à part entière de leur seul monde. Alors donc, il y a eu effectivement un nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui a commencé à être offert en 2022. On se souvient que c'est un cours qui prend la place d'un cours préalable, culture, bon, je me souviens déjà plus de son nom, vous vous en souvenez mieux que moi, je ne l'avais pas pris en note maintenant. Donc, et on avait participé au débat. Oui, exactement. Alors, on avait participé au débat entourant la réflexion de ce cours-là. Bon, on a, oui, éthique et culture religieuse, merci les deux, là, Éric. Alors, on a donc participé au débat entourant la réflexion de ce cours-là. Finalement, c'est ce nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Bon, c'est quelque chose, d'accord, on peut s'en réjouir, mais c'est tellement, insuffisant. On en a fait l'analyse dans le cadre de la nouvelle version de la stratégie. En fait, l'environnement, c'est un thème parmi de nombreux autres. Pas un thème, montre un contenu secondaire, en cinquième secondaire, mais c'est vraiment absolument ténu. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Là, vous m'entendez peut-être pas bien, mais parfois, ça revient. Okay? Oui, c'est revenu, c'est ça. C'est un petit alors, c'est revenu. Ça, bon, okay. Alors, on continue. Donc, la diapo suivante. La diapo suivante, quand même, le ministère de l'Éducation a bougé, d'accord, dans ses initiatives. Le ministère de l'Éducation est tenu par la loi sur le développement durable de s'engager à mener des actions au sens de la stratégie gouvernementale de développement durable. Et à cet effet-là, le ministère a lancé un ensemble d'initiatives en développement durable dans le réseau scolaire et qui sont présentées au site là, cité dans cette diapositive-là. En particulier, le plan d'accompagnement conseil du réseau scolaire en matière de développement durable. Et en fait, ce plan-là, il a visé
de mettre les conditions gagnantes pour favoriser l'intégration de l'éducation au développement durable et pour contribuer à ce que, dans ses pratiques administratives et pédagogiques, le réseau scolaire prenne en considération les objectifs du développement durable. Alors voilà, ça concerne à la fois la gestion éco-responsable des établissements, et ça, c'est prescrit par la loi, parce que c'est un organe d'État. Et aussi, dans le plan, on trouve des éléments concernant l'éducation au développement durable dans la formation. Et là, c'est selon une approche volontaire, parce qu'au regard de l'autonomie professionnelle des enseignants, bon, l'approche est donc volontaire. Alors, on fournit du matériel pédagogique et on offre de la formation des enseignants. Les actions prioritaires dans le plan d'accompagnement, c'est la création d'un comité interministériel sur l'éducation au développement durable qui regroupe là, une douzaine de ministères et d'organismes publics. On est content de voir réapparaître un comité interministériel comme il en existait un à propos de l'éducation à l'environnement dans les années 80, alors qui a disparu avec le développement durable. Donc, il y a un comité interministériel qui a été mis en place, qui se réunit environ 2 fois par année, un programme de certification environnementale pour les écoles sur candidature, d'accord? Les écoles reçoivent leur certificat. Et finalement, la mise en place d'un réseau de répondants en développement durable dans le réseau scolaire pour appuyer, dans le fond, la mise en œuvre du plan. Alors voilà, ce sont des initiatives dans la version de la stratégie, ajustée de la stratégie. Quand même, on en a fait une certaine analyse en se disant que oui, il faut se réjouir de ces initiatives-là, mais on peut quand même espérer qu'éventuellement éclate ce cadre contraignant, étroit, du développement durable comme visée, visée sociétale. Alors donc, il y a une limite au cadre de référence même du développement durable qui convient à certains acteurs sociaux, mais ce n'est pas un projet éducatif. Il y a une méprise fondamentale là. Il n'y a pas de perspective justement au curriculum actuel, il est à la fois chargé et incomplet. La transversalité ne trouve pas sa place. Il n'y a pas de perspective d'ajustement au régime d'évaluation des apprentissages, ni à la forme scolaire qui est cloisonnée en disciplines, pas d'aménagement de la grille horaire toute découpée, qui rend difficile de déployer des projets interdisciplinaires qui permettent l'apprentissage actif dans l'action, par exemple, ou qui favorisent l'apprentissage en contexte de plein air. Il n'y a rien non plus pour une formation formelle des enseignants, sinon des formations ad hoc en développement durable. Donc, il n'y a pas d'éléments de référentiel de compétences pour appuyer la formation initiale qui inclut la pleine prise en compte des réalités socio-écologiques. Alors, dans la diapo suivante, on peut saluer, mais vraiment grandement, l'initiative du plan d'action jeunesse de la part du gouvernement du Québec qui a confié au secrétariat à la jeunesse un plan d'action destiné à la jeunesse. Et l'un des 7 axes d'intervention, on mettra un S à axe, c'est l'environnement. Et qui a pour but de soutenir l'éducation à l'environnement et de promouvoir l'éco-citoyenneté. Donc, cette fois, on sort du cadre étroit, contraint du développement durable. Ça permet de respirer un peu mieux. Alors, et il y a plusieurs initiatives qui sont soutenues par ce plan d'action, dont les projets jeunesse pour la lutte au changement climatique avec le ministère de l'Éducation comme acteur important. Et qui reconnaît que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques figurent en haut de la liste de revendications des jeunes et des organismes. Il y aurait actuellement à peu près 81 projets d'élèves dans le milieu scolaire qui seraient soutenus à hauteur de 5 000 $ chacun. Donc, et puis, il y a le soutien aussi à un grand nombre de projets, mais de très grande pertinence,
il y a des partenariats qui sont créés avec des organismes comme Environnement Jeunesse, la Fondation Monique Fitzbach, le Lab 22. Alors, c'est intéressant d'aller voir sur le site ces projets-là qui sont soutenus et dont il y en a 4 qui concernent le rapport à la nature, qui est cette dimension fondamentale du développement humain. Donc, on peut saluer ce plan d'action-là du gouvernement du Québec est confié au secrétariat de la jeunesse. Du côté du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, bon, d'abord, on reconnaît que le ministère a changé de nom. Le développement durable ne fait plus partie du titre du ministère, comme dans les titres des ministères de très, très nombreux pays maintenant à l'échelle internationale. Parce qu'on a réalisé les limites de ce cadre de référence-là. Donc, ce qu'il faut saluer aussi grandement au ministère de l'Environnement, c'est le programme de soutien à la mission des organismes environnementaux destiné justement aux organismes dont la mission est fortement axée sur l'éducation et la sensibilisation à l'égard des enjeux environnementaux de développement durable, de protection des ressources en eau ou de lutte contre les changements climatiques. Et il y a 9 organismes qui sont financés, puis on s'en réjouit tellement, comme l'ACUPER, Environnement Jeunesse, Québécois, plusieurs autres. Mais on peut quand même déplorer que tout ça ne se situe pas nécessairement dans la pérennité, puis d'autre part, qu'il y a quand même des organismes orphelins, comme l'AQIP, par exemple, des interprètes du patrimoine, l'association des interprètes, qui relève du domaine de la culture, où il n'y a pas de soutien. Alors, dans la diapo suivante, ben, en tout cas, moi, je pense qu'on doit célébrer ces avancées-là, les reconnaître, les valoriser, poursuivre. Puis comme Virginie nous a beaucoup aidé à retracer finalement les éléments de contexte à prendre en compte, ben, je lui ai proposé de nous adresser la parole pour nous dire quel est son regard à elle sur le contexte actuel avant qu'on vous pose la question à vous. Alors, Virginie Bollen, qui a terminé un magnifique doctorat en éducation à l'automne dernier et qui est chercheur maintenant au Centraire et également dans d'autres organisations de recherche. Merci Lucie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Donc, merci Lucie pour cette présentation. Effectivement, et on voit tout le travail qui a été mené. Effectivement, c'est un travail quand même de longue haleine et on voit une énorme progression entre ce qui a été cette stratégie qui est sortie en 2018 et ce qui va sortir donc en 2023, 5 ans plus tard. Il y a beaucoup de changements et dans ce qu'a présenté Lucie, notamment, on parle des ministères, hein, les ministères de l'Éducation. Avant, c'était 2 ministères rassemblés sous un seul acronyme, mais maintenant on a 2 ministères, le ministère de l'Éducation du Québec et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc là, Lucie a parlé des actions de ce ministère de l'Éducation du Québec et cette loi pour le développement durable. Aussi une chose qui sort énormément, on parlait de ce développement durable, mais avec l'article 6 dont a cité Lucie, sur lequel a travaillé Laurence Brière, sur la Convention 4 sur les changements climatiques. Le terme de changement climatique aussi, il est en émergence par rapport à ce qu'on avait dans la version, j'allais dire version première de cette stratégie. La notion de changement climatique est en train de prendre presque, de tasser la place au développement durable dans certains aspects. Un exemple très concret, c'est vrai qu'on parle par exemple que le ministère de l'Éducation est beaucoup contraint par cette loi des développements durables, mais pas plus tard que justement là en octobre prochain, maintenant ce mois d'octobre, lance le ministère de l'Éducation un projet de jeunesse en changement climatique. Il n'y a plus le nom de développement durable. Donc là, c'est des choses, voilà, on voit cette émergence de transition. Hein. Peut-être que le développement durable va laisser la place finalement à cet enjeu de changement climatique déjà qui a donné son nom hein, à ce ministère de l'Environnement. Et donc, là, pour la 2e année consécutive, le ministère de l'Éducation lance un projet jeunesse en changement climatique avec 81 projets qui seront financés à hauteur de 5 000 $ dans les écoles secondaires. Voilà des exemples où on voit qu'il y a vraiment une volonté de changement.
je pense qu'une chose qui n'a pas été soulignée, c'est dans le domaine de la recherche. Il y a aussi des avancées qui ont été faites. Par exemple, nous avons deux nouvelles chaires de recherche qui ont été créées depuis la chaire CREPA de recherche en éducation plein air sous la supervision de Jean-Philippe Ayotte-Baudet et la chaire d'éducation à l'environnement et au développement durable à l'UQAR sous la supervision de Geneviève Thériault. Voilà deux exemples qui sont menés. Aussi également au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons par exemple des projets inédits, des demandes de projets inédits pour faire de la formation initiale dans le contexte des changements climatiques. Donc, voilà des avancées qu'il est important de souligner et d'accompagner, de souligner et d'encourager. Ce sont plein d'initiatives qui sont en train d'être menées. Donc, effectivement, il y a beaucoup de changements qui se sont mis en place. C'est sûr qu'on peut toujours faire plus, faire mieux. Et une chose qui est très importante aussi, qu'a souligné Lucie, c'est ce comité interministériel. Certes, il a encore cette cellule de développement durable qui le scinde, mais je pense que ce terme de développement durable, il faut aller au-delà et saluer cette initiative pour aller vers des projets. Et je pense que le terme qui va de plus en plus prendre de l'ampleur, c'est ce nouveau concept de éducation en contexte de changement climatique. Voilà si je peux donner comme élément de ma petite part là-dessus. Merci beaucoup, Virginie. C'est important de souligner quand même tout l'effort des milieux de recherche et l'offre de soutien là, qui s'est accrue. D'abord, les initiatives des chercheurs qui sont allés chercher ces ressources-là. Et puis aussi, il y a de l'ouverture. C'est sûr que les changements climatiques, ce drame planétaire des changements climatiques a comme éveillé l'intérêt pour une éducation relative à l'environnement. C'est une belle porte d'entrée qu'il faut absolument ouvrir toute grande, mais c'est une porte d'entrée vers une éducation fondamentale qui recrée le lien personnel et social au monde vivant. Merci beaucoup, Virginie. De rien. Ben, merci Virginie, merci Lucie pour cette présentation. Oui, je suis vraiment content qu'on ait pu préciser certaines choses avec l'intervention de Virginie, c'est intéressant. Je voulais aussi rajouter qu'effectivement, c'est des initiatives qui méritent d'être célébrées, mais on se rend compte que c'est des initiatives qui sont pas individuelles, mais qui sont isolées en fait, qui ne sont pas structurées par une approche, une stratégie ou une politique qui permettrait finalement de valoriser l'émergence de tout un paquet d'autres initiatives comme celle-là. Donc, ça nous prendrait quelque chose de plus structurant, d'où l'importance finalement de statuer collectivement sur une politique publique qui valoriserait toutes ces initiatives. Donc, ça vaut la peine de garder ça en tête. Donc, pour la suite, en fait, on a prévu, évidemment, vous accorder la parole. Je pensais le faire en deux temps. D'abord, en vous demandant si vous aviez des questions de clarification quant aux ajouts qui ont été proposés, mais je pense qu'on pourrait aussi ouvrir sur des commentaires généraux, évidemment. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour le moment et je vous invite à lever la main avec l'outil Zoom qui est en bas avec lequel vous êtes maintenant très familier. Donc, n'hésitez pas. Mais j'ai vu déjà dans le clavardage qu'il y avait des personnes qui manifestaient leur intérêt. Oui, justement, Chantal Levert du RQGE, le Réseau québécois des groupes écologistes, qui voulait faire une intervention, notamment en lien avec le programme dont on a parlé, le programme de soutien à la mission des organismes environnementaux. Je pense que Chantal va pouvoir nous parler un peu de ça. Mais pas que en partant, c'est comme hey boy, que c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Comme bilan et tout ça, c'est comme bravo. Vous ne me voyez pas, parce que je mangeais en même temps pour dîner, là, puis j'étais comme, je parlais, je chattais avec ma collègue, et puis on est renversé. On continue, c'est vraiment beau. Et c'est un partenariat dans le sens que c'est utile pour les groupes écologistes citoyens, cette stratégie-là. Et on a le sentiment qu'on est utile pour la stratégie. Fait que
C'est comme... c'est ça, bravo. Là, Hugues, là, c'est parce que j'y ai parlé en chat, on se parlait en chat privé. J'ai allumé un feu en disant de quoi tantôt, rapidement. Le RQGE est l'interlocuteur qui négocie au gouvernement les programmes pour le financement. Le monde ne le savent pas tout le temps, mais on a des représentations avec les intervenants. Lucie, je suis heureuse que tu sois heureuse, mais nous, on n'est pas heureuse du PSMO. C'est un recul. On ne sait pas trop. Les groupes recevaient avant 80 000 $. Maintenant, ils en reçoivent seulement 55 000 $. Ils se sont appauvris. Ils ont été obligés c'est ça. Fait que peut-être, c'est des détails que vous ne savez pas non plus. Là. C'est pas un reproche. Fait que, il y a des groupes qui sont contents parce que c'est un contentement des survivants là, qui sont comme. Au lieu d'être comme ça, sont comme ça. Je veux juste vous dire qu'on relance beaucoup avec énormément de gens. On a 5000 groupes communautaires de tout Acabie qui s'appelle La Planète s'invite aux communautaires parce que c'est dans une philosophie de financer le communautaire at large, hein, ces programmes-là. Puis nous autres, c'est particulièrement pour le PSMOE. Et il y en a un autre programme aussi. Il est fermé effectivement en ce moment. Il n'est pas reconduit. Les groupes qui sont financés en ce moment, ils ne savent même pas ce qui va arriver. On a zéro nouvelle. Je vais juste vous dire ça, c'est même pas sûr qui est reconduit. C'est un programme de Mme Melançon et non pas de M. Charette. C'est un programme qui avait été fait. Fait que, on n'a eu aucune intervention avec M. Charette en ce moment avec ça. Fait qu'on va essayer de piocher là-dessus. Je vais juste vous le dire. On fait il y a quand même 130 groupes qui attendent du financement. Puis un autre groupe, on peut aussi être en défense collective des droits. C'est un financement encore plus en environnement. On défend le droit de l'environnement. Fait que je pourrais tout vous informer pour ça, je ne vous dirai pas tout. Écrivez à coordo@rqge.qc.ca pour demander là, les deux programmes. On a je n'ai pas avec moi, on n'a pas encore filmé le Framadate là, pour le sondage, là, mais on devrait avoir au mois de fin octobre une réunion, on l'appelle le financement des groupes. On va être toute une gang. Les groupes écologistes. Et ensuite, on est à côté par les ONG environnementales plus toute le communautaire. Je suis désolée, je ne vais pas prendre toute la place, mais j'avais allumé un feu, là, ça me chattait. Là, les gens n'ont pas de sous. C'est important, puis on croit vraiment qu'il faut être légion, puis il faut faire face à la crise environnementale ensemble, dont avec l'informel qui est plus urgent que jamais. Voilà. C'était juste ça que je voulais dire. C'est super important. Merci beaucoup, Chantal, bravo aussi là, pour le reste. D'avoir clarifié ce point-là, parce qu'évidemment, pour plusieurs, la stratégie, ça concerne le monde scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'école? Mais les organismes environnementaux qui ont un volet à caractère d'éducation, en fait, dans leur mission, qui ont l'éducation relative à l'environnement dans leurs activités, participent aussi à la mission de l'école. Hein. Ce n'est pas vrai que ça s'adresse seulement qu'aux citoyens en dehors de l'école, parce qu'évidemment, il y a tout un volet d'éducation citoyenne que ces organismes environnementaux-là mènent, puis qui font partie aussi des considérations pour ceux qui ont lu la stratégie. Évidemment, ça nous tient à cœur l'éducation citoyenne, mais il ne faut pas oublier non plus que ces organisations-là complètent aussi la mission éducative avec leur expertise qu'ils développent dans les milieux, dans les localités, en fait. Donc, l'organisme environnemental qui est près de votre école, en fait, c'est un organisme qui peut être un allié pour faire de l'éducation relative à l'environnement. Et tant et aussi longtemps que ces organismes-là n'ont pas suffisamment de financement pour aider l'école à accomplir sa mission, ça devient plus difficile à faire pour l'école aussi. Donc, c'est important de bien visualiser ces partenariats-là. Puis je trouve ça super important, Chantal. Merci beaucoup encore une fois pour cette clarification. Il y a maintenant M. Yann Chartrand qui voulait prendre la parole. Je suis d'accord à 100%. Moi, je suis avec Terre à Terre Solutions écologiques, un organisme citoyen, puis j'étendrai ça à la population entière parce que l'éducation relative à l'environnement, ça ne peut pas arrêter quand on quitte les bancs d'école. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et à étendre, à la population en général, mais à étendre aux décideurs, aux élus, aux gestionnaires. Donc, l'action des groupes environnementaux, justement, fait sortir l'éducation de l'école pour atteindre l'ensemble des tranches de la population et des parties prenantes. Donc, et oui, sans financement, la mission, avec de la sueur, puis de l'engagement, de l'essoufflement, vous savez la chanson. Voilà. Tout à fait, mais merci de le préciser, effectivement, ce volet d'éducation citoyenne qui est éminemment important. Puis, vous avez parlé d'éducation des décideurs. On pense évidemment qu'il n'y en a jamais assez de ça parce que les décideurs ont tendance à vouloir toujours nous mettre en boîte.
On le sait, on a eu des rencontres, des discussions avec des ministres, des sous-ministres, des adjoints ministériels, des adjoints de cabinet, et à chaque fois, ils connaissent exactement la place où est-ce qu'ils veulent nous mettre en boîte dans leur propre projet. À chaque fois, ils ont les réponses, mais malheureusement, ils n'arrivent que très peu à saisir toute l'ampleur finalement de ce que met de l'avant une proposition de politique publique comme celle qu'on tente de porter avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification, d'autres commentaires? Oui, je vois qu'il y a M. Busque qui veut prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Bravo. Dans ce que j'ai vu dans les présentations, puis peut-être, je ne sais pas si c'est le bon temps pour intervenir, c'est de prendre en considération certains leviers qu'on a dans le milieu scolaire. Moi, présentement, j'enseigne, puis je travaille avec le projet Carboneutre à Valcourt. Il y a comment je pourrais dire, on a parlé des projets éducatifs dans les écoles, c'est hyper important, mais le centre d'administration qui a un conseil d'administration a un levier hyper intéressant pour présenter certains volets. Puis là, ce qui arrive, c'est que présentement, les conseils d'administration et les centres de services sont en train de réécrire leur plan, leur PVR, qui est le plan d'engagement vers la réussite, qui devient l'espèce de pierre angulaire des écoles. Mais c'est là où est-ce que nos membres, c'est là où est-ce que les gens qui veulent faire avancer l'éducation relative à l'environnement ont besoin de présenter leur point de vue. Puis c'est en ayant ces piliers-là, j'ai entendu que on suggérait de l'avoir dans nos projets éducatifs, mais c'est hyper important de l'avoir dans notre PVR qui est, je vois ça d'un point de vue hiérarchique. Là, bien, en haut, bien, on a notre centre de service, on a l'école, puis on a les élèves. Bien, en tout cas, c'est un peu... mais si on est capable d'avoir que toutes les écoles d'un centre de service ont un PVR qui dit bien, l'éducation de l'environnement est important ou la formation éco-citoyenne est importante, bien, ça devient un levier hyper important pour les écoles qui, eux, vont rédiger leur plan de réussite. Puis de cette façon-là, ils vont être capables de l'avoir. Donc, en ayant ça, bien, ça rajoute des fonds, ça rajoute une espèce de validité, de valider ce qu'on est en train de faire dans nos écoles. Nous, dans notre projet éducatif, on l'a. Puis moi, je suis en train de travailler avec le PVR pour l'avoir à l'intérieur du centre de service pour que ça soit facilement connecté à différentes écoles. Merci. Nicolas, vous êtes dans quelle commission scolaire, centre de service scolaire? Des sommets. Merci. Oui, merci Nicolas pour cette intervention. Effectivement, c'est des leviers qu'on n'a peut-être pas encore bien cernés, étant donné la transition. Auparavant, on parlait avec des commissaires qui étaient démocratiquement élus. Maintenant, ce sont des conseils d'administration où il y a une certaine représentativité. Si je ne m'abuse, peut-être que vous pourriez éclairer une représentativité, en fait, des parents, si je ne me trompe pas, du corps enseignant aussi. Donc, peut-être qu'avec la composition du conseil d'administration, il y aurait une possibilité effectivement là, d'intervenir. C'est à retenir parce que de toute façon aussi, bien, on avait déjà amorcé ces réflexions-là autour de la réussite parce que le PVR, c'est ça, hein, c'est le plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire ou du centre de service et par la suite, chaque école adopte son propre PVR finalement. Donc, les balises du centre de service sont éminemment importantes. Puis, bien, à cet égard-là, comme je disais un peu plus tôt, on a travaillé, nous, à faire une recension d'écrits qui atteste de la contribution de l'éducation relative à l'environnement à la réussite éducative telle que formulée par le ministère. Donc, vraiment, selon les normes et critères du ministère, on a une recension d'écrits qui a été faite. Donc, je pense que là, il est plus que temps de la publier rapidement pour pouvoir la mettre entre les mains, finalement, des conseils d'administration qui pourraient être appelés à l'utiliser comme levier pour intégrer les différents PVR. Donc, merci pour cet apport-là. C'est bien noté. Il y avait Inès Lopez qui voulait intervenir. Bonjour Inès. Allô Hugues, allô Lucie, bonjour Jean, bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup aussi pour la présentation, fantastique. Je me demandais aussi, levier santé, donc des partenaires comme justement l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, M361, donc, parce que c'est ça, la recherche dit qu'une des choses qui fait le plus bouger, plus avancer les choses, c'est quand on parle de santé des enfants. C'est éco-anxiété, mais aussi répercussions sur leur santé et tout ça. Donc, ces partenariats-là, autant auprès du ministère qu'auprès des organismes, puis je pense même, j'étends même ça un peu
comme disait Yann Chartrand, aux parents, Mères au front, aux parents pour le climat, ces organismes citoyens-là. Est-ce que ça, c'est un levier important avec lequel vous travaillez déjà ou que vous voulez développer ou grosses questions et sous-questions? Bien, évidemment, c'est à considérer, je pense, mais je ne sais pas, Lucie, est-ce que tu as déjà, as-tu déjà une réflexion là-dessus? D'abord, un grand bonjour, Inès, et merci pour toutes tes initiatives. Bon, santé, un volet extrêmement important à travers l'alimentation, à travers le plein air également. Il y a de belles initiatives en ce sens, justement. C'est important de les colliger, de les faire valoir, de s'en inspirer. Ça aussi, c'est un projet qu'il importerait de mener. C'est de dresser un répertoire des acteurs, répertoire des projets. Au début des années 80, quand le ministère de l'Environnement avait mis sur pied son service d'éducation relative à l'environnement, dès le départ du ministère, là, c'était un des projets qui était mené. Le ministère avait d'abord un centre de documentation et réunissait les acteurs et avait fait un répertoire de tout ce qui bouge en matière d'éducation relative à l'environnement avec les projets et les ressources. Ça fait partie, dans le fond, de ce qu'un service d'éducation relative à l'environnement, géré par un comité interministériel, pourrait offrir. L'ACUPER en fait, nous, on en fait un peu, mais il faudrait le faire plus globalement. Ça va, Inès? As-tu autre chose à proposer? Ben, des mises en contact ou autre chose si ça vous tente, mais dans le sens où, effectivement, on parle beaucoup de santé mentale aussi dernièrement, puis bon, d'accord, mais santé mentale, prenons soin de notre société, de notre environnement, puis ça aussi, ça va aider les jeunes. Donc, bref, je vous enverrai un petit courriel si vous voulez des mises en contact, si vous voulez rajouter des partenaires ou des choses comme ça. Puis, où on pourra faire une tempête d'idées sur des façons de peut-être développer ce volet-là, si ça vous intéresse. Merci. Merci. Puis souligner l'initiative de 100 degrés aussi, là, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, à l'éco-alimentation. Oui. Et pour répondre, Hugues, pour répondre à Inès, en fait, pour information, je sais qu'ils sont très sensibles au ministère de l'Éducation du Québec aux politiques, puisque avec Marie-Ève Castonguay, elle soulignait le fait que justement les enfants qui souffrent d'éco-anxiété, elle était très sensible à cet enjeu-là parce que ça avait un impact. Elle relatait, en fait, elle relatait un fait d'une concertation qui vous rencontrait des jeunes de secondaire 5 qui disaient mais moi j'arrête mes études parce que ça sert à rien, parce que de toute façon là où on s'en va, à quoi bon faire des études? Donc, elle avait été très sensible à ce discours et de dire, mais en fait, l'impact, oui, la santé mentale des jeunes face à l'éco-anxiété, ça a aussi un impact sur la réussite éducative, en fait. Hein. Et là, on fait du pouce à ce que disait Nicolas Busque. Hein. Réussite éducative, des fois, c'est quelque chose qui allume. Santé mentale et réussite éducative. Donc là, on est effectivement, pour moi, je pense effectivement que c'est un levier très stratégique. Tout à fait. Puis c'est ça, bon, comme Lucie sait, Hugues aussi, je travaille en environnement, je travaille en psychologie aussi. Je suis psychologue, c'est ce qu'on entend dans nos bureaux beaucoup. Ouais. C'est maman, 2050, la vie arrête, ou c'est toutes des. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je m'inquiète de ma phobie alimentaire, on va peut-être plus mourir des changements climatiques, ce genre de choses. Mais effectivement, je pense qu'il y a un angle vraiment intéressant, là, tant sur les impacts que sur la santé physiologique, psychologique, communautaire, puis évidemment environnementale. Bon, l'air qu'on respire, etc. On a plein d'exemples dans l'actualité aussi actuellement de ces enjeux-là. Mais bref, le levier santé, super intéressant aussi. Merci. Merci Inès pour cet apport. Dans le clavardage, il y avait quelqu'un qui te posait la question, le nom de l'organisme. Je ne sais pas si c'est le nom de l'organisme auquel tu es rattaché ou le nom de l'organisme dont tu as parlé. Je crois que c'était les médecins du Québec pour l'environnement. Oups, on n'a pas ton micro. Excusez-moi. Oui, non, c'est ça. Effectivement, moi, je suis indépendante, donc je suis rattachée à tout le monde puis à personne à la fois. Donc, oui, j'ai parlé de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et j'ai parlé de M361, donc dont fait partie 100 degrés, comme mentionné Lucie.
J'ai parlé de Mères au front aussi, Parents pour le climat, mouvement citoyen, de parents inquiets pour leurs enfants, la santé de leurs enfants. Puis je pense que c'est ceux-là que j'ai mentionnés. Oui, voilà. Moi, je suis psychologue et éducatrice à l'environnement, travailleuse autonome. Puis, je veux juste dire quelque chose dans le changement du contexte actuel, il y a effectivement l'apparition de ces nouveaux acteurs-là qu'on n'a jamais interpellés au regard du projet sociétal d'éducation à l'environnement, mais il faut bien garder ça en tête. Merci beaucoup, Inès. Ça fait plaisir. Puis d'ailleurs, juste rapidement, je ferme la parenthèse. De leur côté aussi, ils vous cherchent. Dernièrement, ils voulaient qu'on fasse des mises en contact aussi avec les acteurs d'éducation relative à l'environnement. Donc, voilà, c'est comme les forêts là, avec les champignons. Vous allez toutes communiquer entre vous bientôt. Davantage. Super, merci. Mais on avait déjà eu un contact, en fait, lors du colloque sur l'éducation relative au changement climatique. Il y avait eu une présentation et là, le nom m'échappe, de la dame, en fait, qui est à l'Association des médecins québécois pour l'environnement. Claudel, Desrosiers. On m'a soufflé la réponse, oui. Donc, Claudel était venue faire une très belle présentation au colloque. Mais effectivement, ces liens-là devraient être à renforcer. Merci. Je vois qu'il y a 3 personnes sur le tour de parole. Je pense qu'on va prendre ces interventions-là. Puis par la suite, si vous voulez, on pourrait peut-être plus se questionner parce que je vois les minutes qui filent. Il nous reste à peu près 30 minutes. Puis j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble des orientations à donner à la coalition. Là, je comprends qu'à travers l'approfondissement de certains liens, certaines collaborations éventuelles, on est déjà un peu là-dedans, mais j'aimerais ça qu'on y revienne suite aux 3 interventions qui viennent. Donc, je vais céder la parole à Jean Robitaille. Oui, bonjour tout le monde. Sur l'aspect santé, il y a au ministère, je crois, l'approche école en santé. Il y a le réseau des écoles en santé qui pourrait vraiment être mis à contribution dans le cadre du projet. Et en ce qui concerne la réussite scolaire, je voudrais souligner un peu le travail que mène l'Alliance pour l'engagement jeunesse avec le centre de recherche élaboré à l'UQAM, où on a mené plusieurs études qui démontrent clairement les liens qu'il y a entre l'engagement social et environnemental des jeunes, la réussite éducative et leur bien-être psychologique. Donc, je pourrais communiquer les informations au besoin. Voilà. Merci, Jean. C'est super, ça. Donc, on va pouvoir l'ajouter à nos données. Il y avait Pierre Fardeau qui voulait prendre la parole. Oui, écoutez, moi, c'était juste vraiment pour vous présenter mes félicitations et puis mon admiration. Je m'excuse, j'ai raté quelques minutes de la présentation. J'ai eu des coups de téléphone, là, mais j'ai vu récemment dans Radio-Canada des reportages où on voyait notamment notre ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, là, qui finalement avouait, là, où disait que oui, l'éducation à l'environnement, c'était un peu en filigrane dans notre système d'éducation. Et il y a aussi eu un balado qui a été fait. Un des journalistes de Radio-Canada, là, Franck Dessort, a interviewé dans un balado la journaliste qui a réalisé ce reportage. Écoutez, pour moi, c'est vraiment une sorte de tour de force parce que certains de vous le savent, là, mais pendant 10 ans, j'étais directeur de l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Puis à chaque fois qu'on a essayé de faire valoir un peu la pertinence d'une éducation à l'environnement, puis la pertinence de la stratégie nationale, je me suis toujours fait revirer de bord entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation. Donc, félicitations pour cette visibilité. Les documents sont en ligne et puis moi, je les ai partagés. Puis je pense que c'est pertinent que tout le monde les partage. Maintenant, ma réflexion un peu sur ce qui a été présenté, c'est que oui, on veut que les jeunes aient une éducation relative à l'environnement, mais j'ai une préoccupation par rapport aux erreurs du passé qu'on a fait. C'était un peu de mettre la pression sur nos jeunes et leur disant que vous, les jeunes, vous allez faire mieux que nous. Et c'est une sorte, c'est comme si nos générations plus anciennes avouaient leur propre échec. Donc, il y a cette
préoccupations de mon côté, et puis je vais y être attentif, et puis je vais définir ou je vais réfléchir justement aux moyens d'éviter ces enjeux-là, de ces problèmes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Voulais-tu réagir, Lucie? Ça va? Non, d'abord, on a ici deux ex-présidents, Jean et puis Pierre, de la KIPER. Merci pour tout. Il y avait Mme Charlene Fauché qui voulait prendre la parole. Oui, bonjour. Je suis coordonnatrice de l'organisme CIBLE. En fait, on est le Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social. On est dans le Bas-Saint-Laurent, on est basé là, à Rimouski. Je dirais que nous, on les utilise toutes les portes d'entrée qu'on peut en ce moment. Là, nous, on fait l'éducation à la citoyenneté mondiale qui inclut l'éducation relative à l'environnement. On est dans le grand réseau des organismes de solidarité internationale. Mais maintenant aussi, on est membre du RQGE. On prend toutes les portes qu'on peut, puis j'en ai entendu plusieurs portes nommées tout à l'heure. On travaille beaucoup avec le milieu communautaire pour rentrer par la porte de la santé. On travaille avec le milieu d'éducation qui en ce moment s'ouvre à l'éducation en plein air, mais qui malheureusement a de la misère à inclure l'éducation relative à l'environnement dans l'éducation à l'extérieur. En fait, on veut amener les jeunes dehors, mais c'est tout, dehors, par rapport à leur hyperactivité et tout ça, alors que, puis là, il y a vraiment plusieurs plans d'action à travers le Québec qui vont se développer pour l'éducation à l'extérieur, puis je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça pour être capable d'amener une éducation de reconnexion avec l'environnement. Fait que ça, c'est vraiment une opportunité et une balle à saisir parce que ça s'en vient partout dans les plans aussi des agences de santé, des écoles, des commissions scolaires, d'amener les jeunes dehors. Parce que je veux pas parler trop longtemps, mais des portes, il y en a beaucoup, mais celle de l'école, elle va rester extrêmement primordiale. Puis je salue le travail, j'essaie de voir comment on peut le continuer. Je me dis, c'est-tu avec des campagnes de communication plus efficaces pour repartir la pression? Je pense à tout le mouvement, moi aussi, qui a amené à ramener l'importance de l'éducation sexuelle parce qu'on s'est dit, bien, si tout ça se passe, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'éducation sexuelle. Donc, s'il y a toute cette crise-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'éducation à l'école. Pour moi, par rapport à l'intervention d'avant, ce n'est pas de remettre la culpabilité sur les jeunes, c'est juste de se rendre compte que dans les sources du problème, il y a notre déconnexion du vivant. Et tant qu'il n'y aura pas d'éducation pour reconnecter avec le vivant, on va se retrouver avec des travailleurs, des gens qui continuent à juste perpétuer en fait la destruction, de l'exploitation, même sans le vouloir. La seule porte que nous, on a retrouvée dans les écoles en ce moment, puis c'était ça aussi que je voulais profiter un peu du réseautage d'aujourd'hui, c'est par le parascolaire. Là, nous, c'est notre deuxième année que le CIBLE, on offre un parascolaire en éco-citoyenneté dans les écoles secondaires. Donc, puis c'est par là qu'il y avait du financement aussi, parce que pour aller toujours dans des classes, ça, on le fait, mais il n'y a pas d'argent pour ça. Les profs, ça peut être un petit 25-50$, mais d'avoir une continuité tout au long de l'année. Puis ça, on aurait aimé ça partager avec d'autres au Québec. On n'a personne avec qui échanger sur le montage aussi pédagogique de ces activités parascolaires-là. On les fait comme on peut. Ça inclut des sorties, ça inclut de la formation, puis ça inclut un comité de base au sein de l'environnement qui montre vraiment un plan d'action dans son école. Puis, en fait, je lance la perche aujourd'hui. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à travers le Québec en ce moment. On va travailler avec la nouvelle chaire. On est très content d'avoir la nouvelle chaire de recherche là, à l'UQAR avec Geneviève Thériault. On espère là, qu'ils vont pouvoir commencer aussi un projet de recherche sur l'éducation informelle. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis en éducation informelle. Ça ne s'en sortira pas qu'avec l'éducation informelle. Fait qu'on veut vraiment aussi, avec le peu de temps qu'on a, s'impliquer plus pour la coalition pour faire en sorte que ça rentre dans le programme scolaire. Là. Merci. Bien, super. Merci beaucoup pour cet appui. Puis effectivement, on va avoir l'occasion, je pense, de se reparler là, de tous ces liens-là qui pourraient se développer davantage. On avait prévu peut-être passer à une autre étape, mais je vois qu'il y a encore 2 interventions en attente. Puis je pense qu'on va prendre l'occasion de laisser les gens s'exprimer. Il y avait Mohamed Taleb, je pense qu'il y avait une question à formuler, puis par la suite, on pourra passer la parole à M. Christian Garot. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Bonjour Lucie et Isabelle en particulier. Non, en fait, je voulais simplement rebondir sur cette tendance au monopole de
la question du changement climatique, considérée comme une bonne nouvelle dans la mesure où effectivement on prend conscience des limites du développement durable, mais faire du changement climatique, de la crise climatique, la porte d'entrée en éducation relative à l'environnement, est-ce que ce n'est pas prendre le risque pour les jeunes apprenants, notamment, d'entrer en écologie en favorisant finalement une écologie anxiogène. Parce que parler du changement climatique, c'est justement parler du drame, parler de la crise, et on sait très bien qu'une écologie apocalyptique, une écologie anxiogène, une écologie de la peur, n'est pas nécessairement la meilleure des voies, en tout cas pour renouer avec le vivant dont plusieurs personnes parlent. Et c'est comme s'il y avait une sorte de décalage, la porte d'entrée du changement climatique et puis la richesse énorme de l'éducation relative à l'environnement qui propose une multitude de portes d'entrée et pour des jeunes apprenants, des portes d'entrée qui ne sont pas anxiogènes, mais qui vont au contraire stimuler, je ne sais pas, l'intensification de la vie sensorielle, l'émerveillement grâce à la science, la connaissance scientifique de la nature, l'art, la poésie, la culture, de façon plus générale. Donc, est-ce que pour des jeunes apprenants, il ne faudrait pas plutôt que les premières étapes de la rencontre avec l'environnement se fassent sur un socle, entre guillemets, positif? Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de ne pas parler de la crise ou du changement climatique, mais ça doit venir dans un deuxième temps. Mais si le premier moment, c'est celui de la crise, eh bien, on contribue à créer une psychologie une psychologie anxiogène. Et moi, il me semble que dans cette richesse d'éducation relative à l'environnement, on a une multitude de courants de pensée, d'approches pédagogiques qui, justement, sans oublier la dimension crise, peuvent valoriser une écologie plus positive, de l'éco-formation avec ces 4 éléments jusqu'au courant ethnographique. Bref, voilà. En tout cas, faire attention, il me semble, à ce que la domination du thème du changement climatique ne soit pas en situation de monopole, qui évacuerait la diversité des cultures, exactement comme le développement durable avait aussi évacué la diversité des cultures. Et il me semble que dans la diversité des cultures, on a de l'imaginaire, on a de la créativité, on a de l'art, on a de la poésie. C'est tout le thème du réenchantement. Je me tais. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour cette intervention, M. Taleb. C'est tout à fait pertinent. Je vois que ça suscite des réactions aussi dans le groupe. J'ai vu qu'il y a des nouvelles interventions qui s'ajoutent. En fait, à l'heure où on se parle, il nous restera à peu près 15 minutes. Normalement, on avait prévu de discuter un peu des orientations de la stratégie, mais je sens que la conversation s'en va ailleurs. Puis je pense qu'on pourrait peut-être rester dans ce domaine-là pour permettre aux personnes qui veulent s'exprimer de le faire. Puis on pourra discuter des orientations de la stratégie. Peut-être qu'on pourra intégrer ça à la démarche de révision finalement de la stratégie. On tentera de trouver une formule pour permettre à tout le monde de s'exprimer sur cet enjeu-là dans un autre lieu qu'aujourd'hui. Puis on va prendre les dernières minutes qui restent finalement. Je vous dis de façon très autoritaire, j'ai décidé que j'allais changer le cours de l'ordre du jour dont on avait convenu, mais je pense que ça va peut-être aller mieux poursuivre la conversation. Alors, dans l'ordre, je donnerai la parole à M. Christian Garot. Oui, bonjour, merci. Et j'espère que ça serait très bien pour mon travail si vous continuez à faire des rencontres comme ça. Je travaille pour Environnement Changement Climatique Canada. On est une toute petite équipe qui travaille sur cette question d'éducation relative à l'environnement, éducation climatique, malgré que le fait qu'au fédéral, l'éducation est comme un peu difficile à aborder vu que toute l'espèce de juridiction provinciale et tout. Mais c'est plus juste peut-être pour partager mon contact. Je vais mettre mon courriel dans le chat, mais aussi peut-être pour vous faire part de 2 événements qui se passent cet automne.
qui pourront être aussi peut-être des leviers ou des espaces de discussion pour aborder et approfondir cette poussée pour intégrer le climat, biodiversité, nature, environnement, tout plus dans l'éducation. À COP 27, dans le pavillon du Canada, il y aura une discussion sur le changement, l'éducation relative au changement climatique. Et donc, je pourrais mettre en contact ceux qui, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont être en Égypte, peut-être pas, mais si oui ou si vous avez des contacts qui vont être là, je peux vous mettre en contact avec l'équipe d'organisateurs à Environnement Canada. Je suis en congé parental maintenant, c'est un peu difficile, mais je peux quand même vous partager avec plaisir. Et en décembre, à Montréal, au COP 15, mon équipe organise, on aide des ONG à organiser une telle conversation. Donc, il y aura 2 ateliers. Je dis oui, je pense que ça va être ça. Ce n'est pas à 100% confirmé, mais d'après moi, ça va toujours se passer. Donc, il y aura une atelier ou un espace pour convenir tous les jeunes, des jeunes activistes, des jeunes actifs dans ce domaine pour se pencher sur cette question d'éducation relative au changement climatique, environnement, etc. Et un deuxième événement plus tard dans le sommet, on va essayer d'emmener des autres placés, des ADM du monde, peut-être même le ministère, pour qu'ils entendent les propos de ces jeunes-là, parce qu'on veut faire bouger un peu plus cette question à l'intérieur du fédéral aussi. Donc ça, je vais mettre mon courriel dans le chat et moi, j'aimerais savoir un peu, peut-être c'est pas le moment ici, mais peut-être pour un autre moment. J'aimerais savoir pour mon travail, quand je retourne au travail dans 2 mois, c'est quoi la place du fédéral, le gouvernement fédéral dans ça? Et c'est sûr et certain, c'est pas un corps autoritaire pour imposer la matière éducationnelle aux provinces, mais peut-être ça peut convenir les gens ensemble pour partager des meilleures pratiques, etc. Jusqu'à date, il n'y a pas tant d'espace dans le fédéral pour ça, mais on commence à avoir un peu plus de support, de soutien de notre équipe pour ça. Parce que, bon, c'est ça, il y a beaucoup plus de choses à partir là-dessus, mais je vais mettre mon courriel dans le chat. Fait que, ça me fait beaucoup plaisir d'être en contact avec vous parce que ça m'aiderait avec mon travail et je suis content de voir que les choses ont continué à se décoller, même si le COVID a frappé tout le monde. Merci beaucoup. Peut-être pour répondre brièvement, en fait, c'est certain que pour l'instant, on n'a pas établi de lien tant que ça avec des organismes fédéraux, étant donné que la stratégie qu'on propose s'adresse aux provinciales pour les domaines de juridiction que sont l'éducation et l'environnement. Donc, c'est vraiment une proposition de politique publique provinciale, je vais dire, mais ça n'empêche pas que le même type d'initiative se déploie au fédéral. Ce serait tout à fait logique, je pense, puis je pense que c'est partagé ici par la plupart des membres de la coalition, qu'une telle initiative se déploie aussi au fédéral. Pour le moment, nous, en fait, on a surtout focalisé nos énergies au Québec pour avancer ici, mais évidemment, s'il y avait des initiatives à l'extérieur, je suis certain qu'il y aurait plusieurs personnes, plusieurs acteurs et actrices ici qui appuieraient une démarche semblable à l'échelle fédérale. Est-ce que, Lucie, ça va? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter avant que... Non, absolument. D'ailleurs, on est un peu au courant de ce qui se passe en particulier en Ontario et à travers des initiatives pour la formation des enseignants, mais il faut rester en lien parce que tout ça est connecté. Merci. Merci. Alors, il nous reste 3 personnes sur le tour de parole. Virginie, est-ce que tu me permettrais de céder la parole aux 2 autres personnes qui n'ont pas encore pu s'exprimer avant qu'on revienne à toi? Est-ce que ça te convient? Merci. Alors, je céderai la parole à Marie-Claude Bernier. Je ne vois pas l'autre nom, désolé. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois partager mon écran ou non? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager, mais en fait, on était vraiment avec les questionnements autour de la présentation des modifications, puis bon, les axes peut-être à privilégier. Est-ce que vous avez une intervention en ce sens-là?
Oui, moi, je suis un peu novice dans ce genre de rencontre, mais je voulais juste dire que je suis enseignante primaire de formation. Et puis, j'ai mis sur pied avec Arbre Évolution, en fait, c'est une initiative d'Arbre Évolution, un programme d'éco-éducation dans la MRC Côte-du-Sud. Et puis, c'est un programme qui est en fait inséré dans le cursus scolaire d'éducation à l'environnement, puis aussi qui comprend un projet synthèse. Je voulais faire du pouce sur le commentaire de M. Taleb, parce que les 6e années font un projet synthèse qui, en fait, est en lien avec l'éco-anxiété. Et puis, c'est un projet qui met en lumière un enjeu et une proposition de solution par rapport à cet enjeu-là, et qui a un mentorat par des professionnels qui sont dans le secteur, dans la région. Et puis, ces professionnels-là sont soit en culture, en entrepreneuriat, en expression politique, toute forme d'art ou de culture, et aussi d'impact au niveau social. Donc, je me demandais, pour un programme comme celui-là, qui est en fait sur le terrain, qui fonctionne depuis 3 ans, c'est la 3e année, quelles sont les ressources pour moi, en tant qu'enseignante primaire, de rencontrer en fait des chercheurs, de faire voir le travail sur le terrain par des gens qui font de la recherche dans ce domaine-là, pour en fait essayer de voir s'il y a des impacts positifs de ce programme-là qui est directement dans les écoles primaires et qui est en train de former finalement les éco-citoyens qui sont déjà des éco-citoyens sur cette planète, là, les enfants. Mais c'est ça, je me demandais, en fait, je cherche un peu, pas de l'aide, mais je me sens, on se sent un peu comme dans notre petit coin. J'aimerais ça pouvoir, je tends la main, en fait, là, soit à des chercheurs. Je me demandais si j'allais pas justement faire le programme de 2e cycle à l'UQAM. Je cherche, en fait, du soutien là-dedans. Ouais. Bien, on l'entend bien. Merci de le partager. Puis effectivement, spontanément, l'idée de se rapprocher de la recherche à travers un programme de formation de 2e cycle, c'est une belle étape, en fait, une belle façon d'accéder au monde de la recherche, parce qu'évidemment, au centre de recherche, ici au Centraire, il y a des professeurs, chercheurs, il y a des chercheurs associés, il y a aussi des étudiants qui font de la recherche, mais ils ont tous, bien souvent, déjà leur propre projet. Donc, c'est très difficile de dire « Ah oui, telle personne pourrait nécessairement s'impliquer dans ce projet-là ». Ce n'est pas toujours facile. Donc, de prendre contact avec le milieu de la recherche à travers le programme d'information, c'est une entrée, une première entrée très intéressante. Je ne sais pas, Lucie, as-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, parce que justement, le tiers de ce programme-là, et même davantage, a pour but d'accompagner des projets dans les milieux d'action éducative dans une perspective réflexive et de recherche. Alors, bienvenue, Marie-Claude. Oh, pardon, j'avais perdu mon micro. Oui, Madame Sylvie Gervais, ça fait longtemps. Bienvenue, re-bienvenue. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai été émue parce que je me suis vue sur la photo du sommet, puis je ne m'en souvenais plus. Alors, je me dis, wow! Alors, quelques années plus tard, je représente la coopérative Enfants Nature. Déjà 8 ans qu'on est en fonction. Et cette année, on a un beau projet. Puis là, je voulais vous en parler parce qu'à quelque part, c'est une très belle reconnaissance d'une ville. Les municipalités, les villes sont très importantes dans tout ça. On parle du scolaire, l'approche écosystémique. Donc, on a un projet d'innovation sociale. On a été reconnu comme en innovation sociale à la ville de Shawinigan. Projet important pour travailler parents, enfants, nature. Alors oui, via les garderies, via les écoles, on fait de la formation des personnes et on l'accompagne, mais maintenant, on veut aussi directement toucher les parents parce qu'on a vu aussi, nous, notre groupe d'âge, c'est les 0-12 ans, on est rendu presque à 12 ans. On voit que les enfants sont les agents de changement extraordinaires par rapport à cette idée d'éducation à l'environnement. Donc, on touche les enfants, puis à un moment donné, les parents ils sont sensibles. Alors là, on les accroche, puis on peut aller plus loin avec eux. Donc, et c'est pour ça que dès le début, la coopérative Enfants Nature, moi, un jour, je me prenais dans la forêt, puis ça m'a dit, et si reconnecter les enfants à la nature était aussi important que la protéger? Donc, on sait qu'il faut tomber en amour avec la nature, et ça part de tout là, le lien avec le vivant que Lucie toujours nous rappelle comment c'est important. Donc, à quelque part, ces petits vivants-là qui nous ramènent au grand vivant, mais je pense qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a beaucoup d'espoir. Ça donne de l'espoir
à la cause. Et puis, Enfants Nature est très heureux de pouvoir continuer sa mission éducative en lien avec le plein air et l'environnement qui est si important. Donc, encore une fois, nous, on a dit à la ville de Shawinigan, vous allez être la première ville Enfants Nature, puis on va mettre en compétition les autres villes pour qu'ils mettent de l'argent pour aider les garderies, les parents, les écoles, pour justement donner accès à la nature dans une perspective d'éducation à l'environnement. Ah, super, très bel exemple. Merci beaucoup, Sylvie, pour l'intervention. C'est vraiment apprécié. Virginie, finalement, on revient à toi. Et merci Hugues. En fait, c'est une bonne occasion. Sylvie, pour votre information, le REPAC est très actif dans votre région Shawinigan. Hein. Ils sont avec des développements justement de projets éducatifs relatifs à la nature, très ancrés dans la nature. Donc, c'est une région très privilégiée, ce que j'ai cru comprendre. Et puis, si je peux faire du pouce à Marie-Claude, n'hésitez pas à mettre dans votre chat votre courriel. On prendra contact avec vous, ça m'intéresse. Et là, je vais répondre donc à Mohamed Taleb, c'est pour ça que j'avais réagi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Taleb, sur le fait que c'est quand même regrettable qu'il y ait des changements, enfin des problèmes de climat. C'est un peu comme ça qu'est venue aussi cette éducation relative à l'environnement. Hein. Rio, tout ça, c'est ces éléments de dire il y a un problème de connexion, de réseau, de relations saines entre l'être humain et la nature. Il faut faire quelque chose, il faut éduquer relatif à la nature. Maintenant, on va à un niveau supérieur qui est les changements climatiques. Effectivement, c'est très anxiogène. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est dommage qu'il y ait des problèmes pour réaliser que c'est fondamental chez l'enfant et chez le jeune. Mais je vous rassure, c'est quelque chose qui active un petit peu au niveau décisionnel, mais dans les actions qui sont faites avec les jeunes, et moi je travaille justement là-dessus, l'idée c'est de jamais parler de problèmes. Justement, le problème, ce que je soulignais dans ma thèse aussi, c'est qu'on parle beaucoup de problèmes, environnement, problème, et on ne parle plus d'environnement partenaire de vie. Environnement, connexion, environnement, développement d'un imaginaire symbolique. Et donc, il y a des choses, en fait, je vous rassure, il y a des choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont faites là-dedans. Et justement, à Rimouski, pour donner du pouce à ce que disait justement Sarah, Charles Fauché, à Rimouski, avec la chaire de recherche en éducation à l'environnement, eh bien, il y a tout un programme autour de l'empathie et du vivre ensemble pour les enfants du primaire. Et on va développer toute la question de développement de l'imaginaire et dans la nature qui est vraiment à proximité de l'école aussi. Ce n'est pas les grands environnements dans les beaux parcs, c'est un peu féerique. C'est dans la simplicité des choses qu'on peut voir le merveilleux. Et donc voilà, il y a des programmes qui existent dans ce sens-là. Donc je vous rassure, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi là-dessus et ça intéresse les instances également. Donc ne perdons pas espoir. Merci Virginie pour ces précisions. Alors, il est pratiquement 16 heures. Je pense qu'on va essayer de respecter au moins cet engagement-là, de terminer à l'heure qu'on avait dit. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, on pourra trouver une façon, en fait, de sonder votre opinion quant aux orientations à prendre pour la suite des actions à mener pour la coalition. Je partagerai peut-être une dernière fois mon écran au moins pour vous rappeler les principales étapes de cette consultation qu'on met en place. J'y arrive. Donc, ici, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a présenté les principales modifications. Donc, au courant de la semaine prochaine, vous allez recevoir une version de la stratégie qui met en évidence, en fait, les principales mises à jour à apporter au document. Et puis, on va vous donner jusqu'au 6 novembre pour nous transmettre vos commentaires de la façon dont vous désirez le faire, que ce soit à l'intérieur du document Word en mode révision, en mode commentaire ou à travers un courriel. Peu importe la façon, on va prendre vos commentaires et on va tenter de les ajouter à une version finale qui, elle, vous sera renvoyée en décembre pour des fins de validation à travers un sondage. Puis dans ce processus-là, on tentera, comme je le disais, de sonder aussi votre opinion quant aux prochaines actions à mener ou quant aux orientations à donner à cette coalition. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence. La présence était nombreuse, c'était très apprécié. Puis c'est agréable de se retrouver parce qu'effectivement, comme Lucie et même Isabelle le soulignaient, c'est presque tous des visages qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc, on apprécie beaucoup vous revoir. C'est dommage que ça soit à distance. On aurait aimé pouvoir poursuivre la conversation informelle par la suite avec chacune des personnes ici. On espère que ça puisse se reproduire dans un prochain événement. Puis parlant de prochains événements, on tient aussi
à vous mentionner que le Centraire organise actuellement ces journées d'éducation relative à l'environnement. Je n'ai pas partagé la bonne chose. Je vais arrêter mon diaporama ici. En fait, tout simplement pour vous rappeler que la programmation des journées du Centre de l'éducation relative à l'environnement se trouve sur le site web, évidemment. Et puis, bon, je pense que j'y arriverai pas. Alors, je vais simplement vous dire, tu vas le faire, Isabelle, merci. Donc, la semaine prochaine, mercredi, on a un rendez-vous, en fait, pour une rencontre sur... Isabelle, peux-tu présenter l'événement de mercredi? Ah, bon, OK, d'accord. Désolé. Je pense que ça finit un peu trop... Oui, je n'arrive pas à partager l'écran. D'accord. Alors, c'est un séminaire qui va porter en fait sur les peuples autochtones, l'extractivisme et les conflits socio-écologiques au Québec, apprentissage et territoire sous tension. Donc, mercredi 12 octobre prochain à 9h30. Jeudi, nous aurons une conversation en fait autour des pédagogies critiques en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, des pédagogies plus que jamais pertinentes. Donc, jeudi, le 13 octobre, de 14h à 16h. Et finalement, vendredi, une conférence, en fait, qui va porter sur les débats autour de l'éducation aux politiques dans les questions environnementales et de développement. Donc, vendredi, le 14 octobre, de 10h à 11h30. Toute la programmation est disponible sur le site web du Centraire. On vous invite à la consulter et on vous attendra en grand nombre à chacune de ces activités-là. D'ici là, il nous reste à vous saluer, vous remercier encore, remercier aussi l'équipe technique, Samuel et Mélanie à la communication, Samuel à la technique pour nous avoir assistés dans l'organisation de cette journée et de celles qui viennent la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et merci encore à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui et au plaisir de vous revoir en présence.